Tout le monde sait que ce type est un bâtard d'une famille noble. C'est un échec avec un physique faible et aucune compétence à l'épée. Pas étonnant qu'il soit méprisé quand il recrute des mercenaires pour son père. En entendant cela, Logan appelle le plus grand gars à s'avancer. Il lui propose un marché, ils échangent un coup, et si le mercenaire reste debout, il touchera 1 an de salaire et pourra partir. Quand le gars s'avance, il est encore plus grand de près. Il regarde Logan comme s'il était une petite blatte, sûr de pouvoir l'écraser. Il propose même à Logan de commencer. Il rit encore quand notre gars lui assène un coup rapide. C'est si puissant que ça met le mercenaire hors de combat et le laisse quasiment édenté. Les autres mercenaires n'en croient pas leurs yeux. Ils ne comprennent pas comment ce bâtard a soudainement gagné en force. En réalité, il avait régressé et était vraiment faible à l'époque. Il était si mauvais qu'après des années d'entraînement, son petit frère Rognan l'a battu en quelques mois. Il a fait ça si facilement devant une foule de sujets de leur père que la réputation de Logan a encore chuté. Logan a gardé une rancune et a fait ce qu'un lâche comme lui pouvait faire. Il a essayé de poisonner son petit frère, mais il a échoué. Son père l'a découvert et l'a banni, l'envoyant en exil. Là, il est devenu mercenaire. Après des années, il a voulu revenir et demander pardon, mais c'était trop tard. À son retour, sa famille était détruite, son père mort et son frère exécuté sous ses yeux. Il n'a rien pu faire et a perdu sa chance de demander pardon. Il a alors rejoint la rébellion contre l'Empire. Il met tous ses efforts pour le renverser, et lors d'une mission, il se retrouve piégé dans le château impérial, poursuivi par les chevaliers de l'Empire pour avoir volé le livre secret. Finalement, Logan se retrouve bloqué, entouré par les chevaliers qui l'accusent de rébellion. Une colère intense le pousse à tuer autant de bâtards de l'Empire qu'il peut, mais malgré cela, le rebelle roux est cerné. Ils le tiennent pour responsable d'avoir osé voler le trésor de l'Empire et demandent à Logan de se rendre et de remettre le texte secret. Notre gars sourit, se demandant si c'est ici qu'il va mourir. Il semble qu'il n'ait pas le choix, et peu après, il sort une orbe pour qu'ils meurent tous. Alors que les chevaliers tentent de saisir la situation, le dispositif explose, secouant et détruisant le château. Ainsi, le révolutionnaire fait tomber l'Empire. Pour Logan, sa vie a été pleine de regrets, vivant uniquement pour la vengeance. Mais ce qui le réconforte, c'est qu'il a pu faire payer ces bâtards de l'Empire. Néanmoins, le plus grand regret demeure, celui qu'il ne peut pas laisser partir même après la mort, celui d'avoir dû demander pardon. Le regret reste avec lui-même après la mort, et Logan croit que s'il retrouve sa famille dans l'au-delà, peut-être pourra-t-il demander pardon. Soudain, Logan se réveille en sursaut, ressentant une douleur à la tête. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il réalise qu'il peut ressentir la douleur après la mort. Alors qu'il tente de comprendre, son serviteur Rick l'interrompt. Alors que Rick demande au jeune maître s'il va bien, notre gars est complètement incrédule, se rappelant que Rick est mort il y a 30 ans. Mais Logan demande franchement à son serviteur comment il est encore en vie. Rick s'affole, criant de faire venir le médecin, pensant que le maître Logan est gravement blessé pour dire de telles absurdités. Il regarde par la fenêtre où se déroule un entraînement à l'épée et voit les drapeaux M. Céline. Perplexe, Logan se demande s'il rêve quand son petit frère, Rognan, l'appelle. Il s'arrête un instant et voit Rognan tremblant et effrayé. Logan se rappelle de cette scène, lors de leur premier duel où il a perdu de manière pathétique contre Rognan. Quand Rognan est venu lui rendre visite, Logan l'a rejeté en l'insultant, le traitant d'enfant de concubine. Malgré cela, Rognan le suivait partout, mais après ce jour, il n'est plus jamais revenu. Dans la scène actuelle, notre gars se déteste pour ses actions passées tandis que Rick dit à Rognan que son grand frère a besoin de plus de repos. Mais Logan demande poliment à son frère de s'approcher, laissant même Rick perplexe. Rognan s'excuse de lui avoir fait du mal. Mais notre gars lâche qu'il n'a pas besoin de s'excuser et affirme qu'il n'a rien fait de mal. Tout à coup, Logan éclate en sanglots, disant qu'il devrait être celui qui s'excuse, se haïssant d'avoir tué quelqu'un d'aussi gentil que son petit frère. Cette pensée le rend abattu en se remémorant comment Rognan a combattu sur le front pour le royaume et a été tué. Rempli de remords, Logan s'excuse sincèrement et le serre fort dans ses bras. Les frères Roux partagent un moment émouvant, et la culpabilité de Logan commence à s'apaiser. Plus tard, Rognan paraît dit à son frère qu'il reviendra le voir. Notre gars reprend ses esprits et se demande que s'il a vraiment régressé dans le passé, alors il doit changer les événements tragiques à venir. Il est interrompu par ses serviteurs, Marie et Rick, qui semblent effrayés d'avoir troublé le repos de Logan, expliquant que Marie a confondu les chambres. Notre gars ne comprend pas leurs excuses, puis se rappelle qu'il était un bâtard maltraitant ses serviteurs. Logan rassure Marie qu'elle n'a rien fait de mal et demande à Rick de lui apporter un stylo et du papier. Terrifiés, Marie et Rick se demandent hystériquement ce que le maître compte faire avec. Exaspéré, Logan demande à Rick de faire sortir la servante et de lui donner juste le putain de papier. Logan remercie son serviteur pour les papiers et lui ordonne de veiller à ce que personne n'entre. Rick, abasourdi,
Les cris convainquent Rick que le maître est sain d'esprit, tandis que notre gars est vraiment agacé, mais il décide d'être patient, car ce sont toutes les conséquences de ses propres actions. Néanmoins, Logan réalise que la chose la plus importante en ce moment est de tout enregistrer. La guerre contre l'Empire qui aura lieu dans 10 ans. Une catastrophe qui fera tomber non seulement la famille Mcéline mais toute la nation. Et venant du futur, Logan sent que stopper cette catastrophe est maintenant sa responsabilité. Mais avant cet incident, notre gars se concentre sur l'événement qui va arriver dans 1 an, la guerre du fief. Il se souvient de la brutalité de cette guerre qui a partiellement détruit sa famille et plongé celle-ci dans l'obscurité. Plus tard, Logan va voir son père. Notre gars aux cheveux roux marche dans le couloir pour rencontrer son père quand il remarque que les serviteurs ont l'air terrifiés en le voyant passer. Soudain, une des servantes s'affole et tombe. Elle se maudit d'être tombée devant le jeune maître, croyant qu'elle est morte. Étonnamment, Logan lui tend la main pour l'aider. Mais quand la servante aperçoit son sourire diabolique, elle s'agenouille et demande grâce. Notre gars est confus, se demandant ce qui ne va pas chez ces gens. Puis il regarde son portrait terrifiant, admettant que son sourire est étrange. Logan comprend qu'il faudra du temps à tout le monde pour s'adapter et il est déterminé à leur prouver qu'il a vraiment changé. Sur ce, le serviteur informe le patriarche Mcéline que le premier jeune maître est là pour le voir, rencontrant son père après sa régression. Les souvenirs du passé affluent. Dans sa vie précédente, il a ressenti du ressentiment envers son père pendant des années pour l'avoir chassé de la famille. Il le voyait comme un homme au cœur froid, qui n'est même pas venu le voir quand il s'est effondré après le duel. Logan était convaincu que son père était cruel de chasser son enfant sans pitié. Mais dans le présent, notre gars se traite de fou d'avoir ressenti du ressentiment envers son père et pense à quel point son père aurait été brisé de chasser son propre enfant. Il finit par rencontrer son père et s'émeut en le voyant. Son père, le patriarche de la maison des barons Mcéline, Patrick Mcéline, est surpris de voir que Logan a meilleure mine que prévu et lui demande ce qui ne va pas. Notre gars est un peu déçu. Il ne s'attendait pas à ce que son père soit si froid, mais il réalise que c'est lui qui ne l'a pas vu depuis 20 ans. Logan va droit au but et demande à Patrick la permission de s'entraîner isolé sur le domaine. Bien que son père soit surpris, Logan pense que la seule façon de gagner la guerre régionale est de renforcer les forces du territoire, les chevaliers et soldats, et de développer les armes. Pour réaliser sa vision, il a besoin d'argent. Malheureusement, les Mcéline sont connus dans le royaume comme une famille de mendiants. Il ne s'y attendait pas, mais sa famille n'a pas d'argent. Logan a déjà pensé à un moyen de gagner beaucoup d'argent en une fois. Avec l'incident dans 3 mois, il pourrait gagner le budget annuel de la famille. Pour cela, il doit développer ses capacités martiales et avoir une voix. Mais avant que Logan puisse avancer, son père éclate sa bulle et suppose qu'il essaie de fuir après avoir perdu contre son frère cadet. Logan justifie qu'il a réalisé ses manquements et fait croire à son père qu'il essaie de se reprendre en main. Malheureusement, Patrick n'est pas du tout convaincu et ajoute avec moquerie qu'un manque d'effort n'est pas la seule raison de son échec, pensant que Logan n'a pas encore compris. Logan n'est pas surpris, sachant que son père ne lui ferait pas confiance si facilement. Il admet que son comportement était le problème, mais le patriarche en a assez d'entendre cela. Son père lui dit froidement de partir. Mais après 20 ans de vie, le regret s'exprime en lui. Il reconnaît qu'il a été fou et immature. Logan déclare qu'à travers cet entraînement, il souhaite maîtriser son immaturité et implore sincèrement son père de lui donner une chance. Son père perçoit la sincérité et lui demande combien de temps il compte rester en entraînement. Logan répond qu'il y restera 3 mois. Le patriarche se demande si ce temps suffira pour rattraper Rognan et notre rouquin répond avec sagesse, affirmant qu'il ne s'entraîne pas pour battre Rognan, mais pour donner le meilleur de lui-même en peu de temps. Son père est surpris et suppose que Logan a vraiment un peu changé, lui permettant de s'entraîner. Alors qu'il s'apprête à partir, son père l'informe qu'il est encore printemps, ce qui signifie que le cimetière familial sera trop froid. Il demande à son fils de rester au chaud, ce qui fait sourire Logan. Quelques jours plus tard, il se prépare pour l'entraînement isolé. Personne ne peut entrer ici, seuls les membres de la famille Mcéline sont autorisés. C'est immense, donc parfait pour s'entraîner. La raison principale de cet entraînement isolé est qu'il ne peut laisser personne voir sa méthode d'entraînement, car il va s'exercer avec le livre des secrets de l'épée divine. Dans sa vie précédente, il avait mémorisé et brûlé ce livre de secrets pour que l'Empire ne puisse pas mettre la main dessus. On raconte qu'à l'origine, un livre brodé d'un faucon doré contient les secrets transmis par le héros des temps anciens, qui a tué le dragon maléfique régnant sur le monde. Sans oublier que Logan l'a transcrit en utilisant le code secret de l'armée indépendante, pour que personne ne puisse le lire. Notre gars agit comme un hardcore otaku, ne pouvant pas croire qu'il a fini par l'écrire à nouveau. Il pense que si le livre de secrets est vrai, après l'avoir maîtrisé parfaitement, les maîtres de l'aura de l'Empire ou même les archimages ne seront plus effrayants. Avant la régression de Logan, il était trop vieux et manquait de talent. Maintenant, il peut changer son destin,
poussé par les regrets de sa vie précédente. Ainsi, il commence l'entraînement avec le livre, modifiant son corps grâce à la force vitale appelée force, qui est à la base des secrets de l'épée divine. Il concentre cette force et crée un noyau. Bien que cela semble être une tâche difficile pour quelqu'un de talent moyen, et que l'ancien lui aurait déjà craqué à ce stade, après sa régression, notre rouquin sent que sa force a évolué dans tous les aspects. Il n'est pas surprenant de dire que 3 jours de travail acharné pourraient suffire. Logan est stupéfait de voir le noyau se former en 1 minute. C'est un miracle. Alors que le noyau se crée, notre gars ressent une énergie dense et incroyable jaillir, comme si tout son corps s'en imprégnait comme la pluie après une longue sécheresse. Logan anticipe que si le contenu du livre secret est correct, il sera au sommet en un rien de temps. Ainsi, il manie son épée pour tester et une puissante aura traverse l'air. Sa constitution et ses sens changent complètement, comme si tout se transformait pour être adapté à l'utilisation de l'épée. Bien que Logan ne comprenne pas comment il a pu créer un noyau aussi rapidement, il croit qu'à ce rythme, après 3 mois, il sera encore plus fort. Avec cela, notre gars continue l'entraînement et après 3 mois de pratique assidue, il termine son dernier jour d'entraînement. Parmi les 10 techniques d'épée enregistrées dans le livre des secrets, celle qui coupe à travers le temps et l'espace, c'est la fente temps-espace. Avec un seul noyau, qui est un noyau de 1 étoile, la seule technique d'épée que Logan peut exécuter est la première technique, la vague tranchante, et il est déterminé à réussir à tout prix. Notre gars manie l'épée avec la technique de la vague tranchante, division ondulante, et parvient à déchirer un énorme arbre comme un monstre. En voyant cette victoire, le bonheur de Logan semble hors du commun, car la puissance dépasse son imagination. Il est conscient que ce n'est pas une technique qu'un utilisateur de force novice pourrait réaliser. Cependant, il voit sa main trembler et, étant épuisé après un coup, notre rouquin pense que c'est une bonne carte dans sa manche. Après avoir atteint les objectifs de son entraînement, Logan avait hâte de rendre son père fier des résultats. Mais avant cela, il décide de se laver d'abord car il sent mauvais. Logan arrive au manoir, mais il croise un chevalier odieux qui ne le laisse pas rencontrer son père. Alors que notre gars demande si son père est malade, le chevalier précise que même le jeune maître ne peut voir le patriarche sans préavis. Rick, le chef des serviteurs, murmure que ce sont des règles séculaires. Notre gars proteste qu'il a vu son père il y a 3 mois. Le chevalier blâme le garde responsable qui n'a pas fait son travail. Logan trouve cela étrange, car ça ne s'est jamais produit dans sa vie précédente. Soudain, il entend les gardes parler au loin. Il se demande si cette voix vient de l'intérieur du manoir et réalise que la force a amplifié ses sens. Logan peut entendre les gardes le critiquer, l'appelant lâche pour avoir fui après avoir perdu contre son frère cadet. Ils se moquent de Logan et disent que le chevalier sait qu'il ne peut pas dire un mot. Ils laissent le chevalier gérer tout si quelque chose tourne mal. C'est alors que notre gars apprend que sa réputation a chuté pendant son entraînement isolé, au point que même les chevaliers de la famille le prennent pour une blague. Le chevalier qui bloque son chemin informe Logan de revenir seulement après avoir donné un préavis. Bien que notre rouquin ne croit pas à ces balivernes car c'est trop ennuyeux, même s'il prévoyait de montrer combien il avait changé pour améliorer sa réputation, les choses en sont arrivées là. Notre gars demande au chevalier son nom et apprend qu'il s'appelle Dominion. Notre gars accuse Dominion de l'empêcher de rencontrer sa famille en utilisant une règle qui est essentiellement morte et de l'humilier avec une attitude constamment insolente. Même le chevalier est choqué que le jeune maître prenne soudainement de l'autorité. Soudain, notre gars lui lance des gants au visage et ordonne à Dominion de se racheter pour l'humiliation en se battant en duel. Un tumulte éclate parmi les chevaliers, tandis que Logan demande à Dominion s'il a peur. Rick est très inquiet pour son jeune maître. Pour énerver encore plus le grand gars, Logan se moque de Dominion et ne peut pas croire qu'il aurait peur d'un lâche réputé, devinant que le chevalier a déjà passé son meilleur temps. Pendant ce temps, Dominion, bouillant de colère, accepte le duel. On dirait qu'il est prêt à écraser le jeune maître. Logan affiche une confiance arrogante, tandis que les chevaliers doutent du duel et sont sûrs que le jeune maître va perdre. Ils insultent Logan pour avoir été battu par Rognan et s'être caché 3 mois. Les chevaliers se demandent comment ce lâche va tenir et parient 100 pièces d'or qu'il ne fera même pas 1 minute. Notre gars entend leur médisance et réalise que personne ne croit en sa victoire. Pendant ce temps, Dominion remarque que Logan semble détendu et l'avertit de ne pas se blesser. Bien que la colère de Dominion soit visible, Logan s'amuse de son audace, sachant qu'il n'ose rien dire devant les autres chevaliers. Il est convaincu que ce grand gars n'a pas de couilles. En revanche, Rick panique et pense qu'ils sont dans de beaux draps. Logan se sent mal en réalisant que personne ne croit en lui, tandis que Rick, paralysé, peine à respirer. L'arbitre, un autre chevalier, annonce le début du duel. Terrifié, il déclare que seules des armes en bois seront utilisées pour des raisons de sécurité. L'arbitre, paniqué, hésite.
Mais ce qui est plus terrifiant, c'est que les chevaliers, surtout des utilisateurs de force, peuvent tuer même avec des épées en bois. L'arbitre espère que Sœur Dominion sera clément avec le jeune maître. Sur ce, le duel commence et Dominion utilise l'aura de force, plongeant les chevaliers dans l'incrédulité. Il s'amuse et voit que Dominion se donne à fond en utilisant la force contre une personne normale. Les serviteurs, eux, paniquent et trouvent cela injuste puisque Logan n'est pas un utilisateur de force. Pendant que l'arbitre demande à Dominion d'être clément, le rouquin s'ennuie et trouve intimidant que son adversaire ne sache pas mieux. Pour lui, c'est un signe de maladresse avec la force. Logan fait perdre son calme au grand gars en devinant que sa force semble fuir, car il n'arrive pas à la contrôler. Il remarque que Dominion a l'air agité et lui demande si quelque chose le dérange. En entendant cela, le chevalier bouillonne de colère et se souvient des mots de Logan sur son déclin. Au fil des ans, les juniors ont gravi les échelons. Pourtant, à 40 ans, Dominion est le pire de l'ordre des chevaliers et a déjà décidé de prendre sa retraite. Il se contente de faire ses corvées, attendant de partir. Les mots du jeune maître le transpercent comme une dague et rendent Dominion fou. Il utilise l'aura de force et bondit vers Logan pour lui donner une leçon. Les serviteurs, anxieux, implorent l'arbitre d'intervenir, car le jeune maître est en danger. Mais l'arbitre est impuissant et pense que Logan l'a bien cherché. Pendant ce temps, Dominion se dit qu'il va de toute façon prendre sa retraite, alors il veut finir Logan avec sa technique secrète. Le chevalier brandit son épée dans une frénésie, utilisant un puissant triple coup. Cependant, tout change quand l'épée de Logan stoppe l'attaque sans effort. Dominion, sous pression, lâche son épée. Logan se moque du chevalier, lui demandant si c'est le mieux qu'il peut faire. Pendant ce temps, les chevaliers et serviteurs sont bouche bée devant ce retournement, réalisant que le jeune maître utilise la force. Logan appelle l'arbitre et veut donner une seconde chance à Dominion. Le chevalier ne comprend pas ce qui vient de se passer, refusant d'admettre qu'il est plus faible que ce gamin roux. Il ne peut accepter cela et se force à frapper Logan à nouveau, mais notre gars manie son épée avec brio, faisant saigner le nez de Dominion. Logan bat à nouveau le grand gars, et même après lui avoir donné une seconde chance, il pense qu'il est temps que Dominion se résigne. Le grand gars accepte sa défaite après avoir pris une raclée, mais Logan ne s'arrête pas et frappe à nouveau son visage avec l'épée en bois. Le rouquin pense avoir montré plus que de la clémence à un vassal qui a tenté de se rebeller contre son supérieur. Il reste maintenant à infliger la punition que Dominion mérite, et dans l'instant suivant, notre gars commence à frapper le chevalier, le torturant brutalement. Les chevaliers de la famille sont incrédules et pensent qu'ils doivent arrêter le maître Logan. Haletant, ils n'en croient pas leurs yeux. Se demandant comment il a pu changer autant en 3 mois, sans parler de son pouvoir qui s'est éveillé et de ses compétences à l'épée qui ont totalement changé, il conclut que Logan semble avoir été un épéiste pendant des décennies. Finalement, après avoir bien battu Dominion, notre gars est déclaré vainqueur. Plus tard, Logan retrouve son père, qu'il a vu se battre. Patrick, impressionné, lui demande ce qui s'est passé pendant l'entraînement. Logan répond qu'il a laissé tomber sa cupidité et tout abandonné. Bien que cela semble un mensonge, notre gars a vraiment compris cela dans sa vie passée. Ce n'est qu'après avoir tout abandonné pour venger sa famille qu'il a éveillé son pouvoir après 40 ans. Néanmoins, son père qualifie cela de réalisation vide et admet que son fils a vraiment changé. Mais le patriarche trouve étrange que la première action de Logan ait été d'attaquer un chevalier après cette réalisation. Notre gars justifie que Dominion le méritait et suppose que son père a dû entendre des soldats ce qui s'est réellement passé. Le patriarche crie qu'il a entendu, mais pense quand même que Logan a été trop loin dans sa correction. Le rouquin déclare avec assurance qu'il était nécessaire de le faire. Il dit que le chevalier tentait de tromper le sang de son seigneur et de se moquer de lui. S'il n'était pas arrêté, il aurait été un poison pour la discipline familiale. Le pilier d'une organisation est la hiérarchie, et quand la hiérarchie est ébranlée, l'organisation elle-même vacille. De plus, il y a une chose que Logan a réalisée après avoir vécu comme mercenaire pendant une décennie. Lorsqu'il s'agit d'un groupe d'hommes armés, si l'un d'eux les contrôle, il doit s'assurer de le faire correctement en un seul coup. La raison pour laquelle notre gars a attaqué ce chevalier, c'était pour donner une leçon aux autres. Ensuite, le patriarche admet que Dominion a fauté en oubliant son devoir et en essayant de le tromper. Il demande à Logan de se contenir. Les yeux écarquillés, notre rouquin est surpris que son père lui pardonne si facilement. Patrick remarque sa réaction et lui demande s'il veut une punition. Logan rit, tandis que son père admet que ce qu'il a fait était mal. Patrick Hemseline ordonne à Logan de ne plus jamais faire cela sans sa permission, étant donné qu'il n'a pas encore reçu son rang officiellement. Avant de partir, Patrick l'informe que sa fiancée Rina viendra bientôt. Dès que Logan entend cela, il esquisse un sourire malicieux, car Rina, sa vache à lait, arrive enfin. Peu après, la princesse Rina Wolves entre au manoir Hemseline, tandis que les ouvriers l'admirent. Rina salue le patriarche, lui demandant comment il va,
et il est heureux de la voir resplendissante comme une vraie dame. Rick est ébloui de voir la princesse si incroyablement belle, ayant vu son enfance. Cependant, en voyant Logan au visage froid, il se demande ce qui ne va pas chez celui qui devrait être le plus heureux. La princesse annonce qu'elle lira la lettre du comte. 30 minutes plus tard, elle continue, tandis que les chevaliers semblent lassés. Enfin, Rina annonce qu'en raison de circonstances inévitables, il demande à rompre le mariage arrangé par Chiron Wolves. Le silence s'installe, mais Logan ne semble pas surpris. Il sait que Chiron tourne autour du pot, et ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il pensait que Patrick Hemselin deviendrait un utilisateur d'aura, mais il est coincé en tant que chevalier de haut rang depuis plus de 20 ans, et son fils est tout simplement le pire. Il ne voit aucune raison de baisser leurs standards et de s'associer avec eux. Il décide donc de se séparer. Le patriarche, en entendant cela, est furieux et se demande si la maison des Wolves veut humilier les Hemselin en rompant le mariage arrangé sans raison. Rina essaie de lui faire comprendre qu'elle a même demandé à être une envoyée, car elle craignait qu'il ne pense cela. C'est pourquoi elle est venue clarifier le malentendu elle-même. Montrant ses larmes de crocodile, elle se remémore les souvenirs vifs de son séjour ici pendant 1 an durant son enfance. Elle affirme que les souvenirs qu'elle a créés avec le jeune maître Logan dans ce bel endroit serein, et les moments précieux qui sont restés dans son jeune esprit, sont inestimables, et qu'elle n'a aucun souhait de les abandonner. Cependant, elle admet qu'elle est liée à sa famille. N'ayant d'autre choix que de suivre leurs instructions, elle pensait qu'il valait mieux rencontrer Logan en personne pour s'excuser. Les servantes sont émues, tandis que notre gars semble lassé. C'est alors que Marion Quérault intervient et exige d'en savoir plus sur les circonstances inévitables évoquées par Rina. Marion est la belle-mère de Logan et la mère de Rina. Elle a longtemps considéré Logan comme un ennemi à cause de la succession, pensant qu'elle resterait silencieuse, devinant que l'honneur de la famille est une autre affaire. La princesse s'excuse et avoue qu'elle ne connaît pas la raison, donc elle admet qu'elle ne peut pas leur en parler. Quérault simplifie en demandant si elle dit qu'elle ne sait rien sur son mariage. Elle répond qu'elle est juste quelqu'un qui va se marier et faire partie d'une autre famille, révélant que son père ne parle pas d'affaires familiales importantes. Marion interprète cela comme si la princesse venait annoncer qu'elle rompt les fiançailles sans raison. Rina, mal à l'aise, reconnaît qu'en retour, la famille des loups compte payer 3 millions d'or en compensation pour cette rupture. Dwayne Filsner, le gestionnaire financier de Hemselin, est incrédule en entendant cela, tandis que Logan est ravi de recevoir cet argent. Juste à ce moment, Patrick Hemselin rugit de colère, laissant tout le monde accablé par sa force. Roquefern se met devant la princesse pour la protéger, se disant chevalier de la maison des loups, et demande au patriarche de se calmer et de poursuivre la conversation. Le patriarche se demande s'il est un chevalier de haut rang comme lui, et trouve cela impressionnant à son âge, supposant que blesser l'étoile montante de la famille des loups serait un échange équitable pour la disgrâce de l'honneur des Hemselin. Le chevalier de haut rang avoue que leur patriarche a dit que Patrick est un homme d'honneur, et il a également dit qu'il ne poursuivrait pas la jeune princesse. Rina interrompt, disant qu'il ne cherche pas à acheter l'honneur avec de l'argent, et demande qu'il accepte comme un geste sincère pour maintenir l'amitié entre les deux familles, malgré les critiques publiques dues à des circonstances inévitables. Le patriarche réalise que s'il insiste davantage, il deviendra un homme sans honneur. Se demande si c'est ce que les loups Chiron visaient en envoyant les jeunes ici. Sur ce, il déclare qu'un visiteur est un visiteur, même malchanceux, et que la maison Hemselin ne persécute pas ses invités. Cependant, il refuse d'accepter l'offre unilatérale des loups. En échange de la rupture des fiançailles, la maison Hemselin ne demande qu'une chose, que l'envoyée Rina Wolves présente des excuses courtoises à son fils, refusant d'accepter toute autre compensation. Les chevaliers admirent leur patriarche pour sa noblesse, et c'est alors que Logan interrompt. En tant que personne concernée par la rupture de ses fiançailles, il affirme avoir une demande. Notre gars sait qu'ils doivent prendre l'argent, trouvant insensé que son père les laisse s'excuser avec rien d'autre que des mots. 3 millions d'or représentent tout le budget d'une année pour la maison Hemselin, et la moitié de leur financement actuel provient du soutien de la famille de la belle-mère, Quérault. Ils feraient faillite si ce soutien était coupé, et pourtant ils mettent l'honneur en premier. Logan pense que sa famille est folle et est certain qu'ils doivent prendre ces 3 millions quoi qu'il arrive. Il laisse entendre qu'il aimerait accepter les conditions des excuses des loups, ce qui met en colère le patriarche, qui demande à son fils s'il dit qu'il va le faire revenir sur ses paroles. Notre garçon ressent une pression immense. Même sans aura, il est un chevalier de haut rang. Mais s'il ne peut pas gérer cela, il ne pourra jamais avancer. Patrick précise que la maison Hemselin n'est pas si pauvre qu'elle doive abandonner son honneur pour de l'argent. Cependant, Logan refuse, admettant qu'ils sont pauvres. Il déclare que la maison Hemselin doit actuellement 3 millions d'or à la banque et qu'un an d'intérêt seul s'élève à 150 000 or. Sans le soutien de Quérault, notre gars dit qu'il serait déjà en faillite, la plus grande famille de mendiants du royaume.
Il précise que la raison pour laquelle ils doivent accepter les 3 millions d'or n'est autre que l'honneur de son père. Patrick lui demande s'il va le faire revenir sur ses paroles pour l'honneur, et Logan s'excuse, lui rappelant que la Maison des Loups a un statut supérieur à leur famille. Le comte est aussi margrave de l'Est. Même si la Maison des Loups est puissante, ce n'est pas la famille qu'ils servent. Il craint qu'une simple excuse ne fasse croire qu'ils se sont inclinés devant les loups. Rina souligne que la Maison des Loups n'est pas irrationnelle et respecte l'honneur des Céline. Notre gars mentionne sa rupture unilatérale des fiançailles, et pourtant elle parle de rationalité. Dans la vie précédente de Logan, il pensait que Rina était sincèrement triste à l'idée de leur rupture inévitable. Revenons au moment où la princesse l'a rencontré pour lui dire qu'il devait se séparer aujourd'hui et qu'elle voulait créer un dernier souvenir avec lui. Notre protagoniste, dont la vie de jeune maître était ruinée, croyait que prendre le risque pour la femme qu'il aimait et s'enfuir pourrait être mieux. Il lui a demandé de partir avec lui ce soir. Cependant, elle a joué un sale tour. Déchirant ses vêtements, elle lui demanda s'il pensait vraiment qu'un gars comme lui appartenait. La princesse lui ordonna d'apprendre où il devait être et de disparaître. Logan, perplexe, ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire quand elle commença à crier et que les chevaliers entraient. Elle feint habilement, sanglotant et accusant que le jeune maître est devenu soudainement agressif. Elle a piégé notre gars, déjà en faute pour tant d'erreurs et dont la famille ne croyait pas non plus. En conséquence, les Céline ont été contraints de s'excuser auprès des loups et de payer une lourde compensation. Revenant au présent, Logan lui reproche de ne jamais avoir pu faire confiance aux femmes. Il est sûr qu'elle prévoit de partir sans payer cette fois encore avec cette offre unilatérale pour rompre les fiançailles. Mais tant pis, elle ne s'en tirera pas cette fois. Au début, Logan croyait qu'il pourrait changer sa réputation dans la famille en leur montrant lentement ses changements, mais son combat avec Dominion lui a ouvert les yeux. Les soldats fermaient les yeux même quand quelqu'un manquait de respect envers lui, et les rumeurs circulaient pendant son absence. Il se demande s'il pourra transformer la famille en obtenant leur reconnaissance. Sachant qu'il ne reste que 9 mois avant la guerre régionale, Logan réalise que sa réputation n'est plus importante. Il doit sauver la famille, et c'est pourquoi il déclare qu'il accepte la compensation de la princesse, indépendamment des souhaits de son père. Patrick se met en colère en demandant à son fils comment il ose nier sa volonté. Notre gars lâche qu'il ne peut pas se contenter d'excuses en paroles, car il croit que si leur honneur peut être compensé par des mots qui disparaîtront dans l'air, sa valeur sera aussi légère que ces mots. Rina, mécontente, affirme qu'il souhaite obéir à la volonté du baron, le patriarche de la maison Céline, lui demandant son choix. Logan suppose qu'elle dit cela, mais que tout tourne autour de sauver la face de son père, et devine qu'elle doit probablement avoir peur à l'idée de payer 3 millions. Patrick, représentant de la famille Céline, déclare qu'il est satisfait d'une excuse sincère, mais c'est à notre gars de juger sa sincérité. Tout le monde est choqué par la réponse, y compris la princesse, tandis que le baron conseille à son fils de réfléchir soigneusement. Le patriarche déclare que s'il accepte de l'argent pour sa honte, il ouvre la porte à un échange de son honneur à l'avenir aussi. Logan se sent désolé pour son père, mais il ne peut pas céder non plus, et c'est pourquoi, en tant que personne concernée par la rupture des fiançailles, il déclare accepter la compensation offerte par la Maison des Loups. L'expression de Rina devient angoissée, tandis que le patriarche admet qu'il pensait que notre garçon avait un peu changé, mais il semble que ce soit pour le pire. C'est sa faute de ne pas lui avoir appris la vraie valeur de l'honneur. Notre protagoniste a pris cette audacieuse décision pour sa famille. Plus tard, il tient 3 millions d'or. Logan essaie de ne pas trop s'exciter, sachant qu'il doit d'abord les déposer à la banque. Fr. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à sa porte. C'est Dwayne, le gestionnaire financier et le plus fidèle de Patrick. Logan comprend que sourire n'est pas pour lui et se demande ce qu'il veut. Pendant ce temps, Dwayne Filsney fait face au plus grand défi de sa vie. Fr. En tant que gestionnaire financier des Céline, il gère l'État avec un budget en baisse. Pour compenser le manque d'argent, il quémande auprès des beaux-parents du patriarche. Filsney se demande s'il est gestionnaire ou patron des mendiants et voudrait démissionner, mais c'est sa ville natale. Fr. Mais en ce moment, il a la chance d'être à l'aise pendant quelques années, et son adversaire est le gamin naïf, aka Logan Céline. Il sourit, pensant que les 3 millions doivent être partagés. Fr. Dwayne Henry et dit qu'il est juste venu dire bonjour, avouant que notre gars lui a laissé une excellente impression hier. La façon dont il s'est défendu sans céder à la pression extérieure. Il flatte Logan, disant qu'il a une apparence incroyable, digne de l'héritier Céline. Fr. Pensant qu'il a seulement fait des bêtises avant, donc c'est sa première fois qu'il reçoit des compliments, Filsney s'attend à ce qu'il ouvre son cœur et son portefeuille. À sa surprise, notre gars lui demande quel genre de bêtises c'est, tandis que Filsney suppose que cette réaction est dans la norme. Fr. Il reconnaît que les 3 millions d'or sont comme la pluie en période de sécheresse. Il dit à notre ami que son intelligence a permis à la famille de Fr. Dwayne est surpris,
pensant que c'était juste une légère possibilité. Cependant, il se demande si ce petit va vraiment tout utiliser lui-même. Il essaie de rester patient, se calmant en pensant à sa vie d'il y a 20 ans en tant que gestionnaire financier chez M. Céline. Fr. S'humilier est déjà normal pour lui, et cela ne fait pas exception, mais cela fait pleurer le gros. En le voyant pleurer, Logan lui demande si la situation familiale est mauvaise, et ils révèlent qu'ils doivent 3 millions d'or à la banque de Cooper, avec un intérêt annuel de 150 000 or. Fr. On dirait que notre gars sait déjà et parle de la récolte, suggérant qu'ils peuvent payer les intérêts maintenant. Fr. Filsney est perplexe face à ses connaissances et dit qu'une baronnie coûte cher, qu'il manque toujours d'argent, sous-entendant qu'il pourrait les aider. Mais Logan refuse presque tout de suite. Le gros se demande pourquoi, pensant qu'il s'opposait au baron pour la baronnie. Notre homme lui fait savoir qu'il va utiliser cet argent pour la famille, mais pas pour les coups immédiats. Il insiste pour regarder vers l'avenir, et Dwayne est furieux, pensant qu'il n'y connaît rien et voulant qu'il lui remette l'argent. Logan envisage d'utiliser l'argent pour rembourser les dettes de la famille et se demande combien cela changerait leur situation. Le gros bonhomme révèle qu'ils auront un plus gros budget, et la gestion du domaine sera plus facile pendant quelques années, leur laissant un peu d'air. Notre protagoniste lui demande ce qui se passera ensuite, pensant qu'ils seront de nouveau endettés et qu'ils n'ont même pas de produits spécialisés. Il qualifie cela de cycle vicieux et déclare qu'il va le briser en utilisant cet argent pour son plan. Dwayne est dans l'incrédulité, confus de voir que c'est le même gamin qu'il connaît. Il pensait qu'il ne se souciait pas des affaires familiales. Logan lui demande un service dans ce sens et indique que s'il l'aide, il pourrait l'aider à payer certaines dépenses. Fistner se demande quel est ce service et il s'avère qu'il a besoin de rassembler des mercenaires. Plus tard, on voit notre gars se préparer à partir pendant que Rick, inquiet, lui demande où il va, étant donné qu'il vient à peine de finir son entraînement solitaire. Logan lui dit qu'il part gagner de l'argent car il en a besoin de beaucoup plus. Rick sous-entend que le Seigneur ne le permettra pas, et c'est là que notre gars lui révèle qu'il sort en cachette. Cela choque le pauvre travailleur, mais il lui dit de se taire. Notre garçon trouve impossible de changer quoi que ce soit ici s'il ne renverse pas sa réputation. Il sait qu'il doit créer des forces à l'extérieur, et heureusement, il est au courant de ce qui se passe à l'extérieur, car c'est à ce moment-là que la famille l'a expulsé et qu'il a parcouru le royaume. Ses pensées sont interrompues lorsque Rick lui demande ce qu'il raconte, en parlant de la fuite. Logan le trouve tellement insistant alors qu'il est allongé par terre, se demandant ce qu'il doit faire s'il s'enfuit. Il lui dit de le piétiner s'il part, et notre gars est prêt à le faire. Il rassure Rick en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il va laisser une lettre à son père pour qu'on ne le blâme pas. Le travailleur se demande ce qu'il va écrire, puis on voit Patrick, furieux, lire la lettre. Cela dit, le cœur brisé par la rupture de ses fiançailles, notre garçon a décidé de prendre l'air et reviendra bientôt. Le patriarche crie le nom de son fils tandis que Rick pleure de peur, espérant pour sa vie qu'il revienne. Il y a 200 ans, la famille M. Céline n'était pas où elle est maintenant. Le vaste et étendu pays, qui s'étendait du comté voisin de Tesseronvie au comté de Sylvan et Périnavie, ainsi qu'aux plaines de Baffro, était régi par le seigneur de la région sud-ouest du royaume de Grandia. Mais jusqu'au seigneur actuel, Patrick M. Céline, le travail inutile des 3 dernières générations d'ancêtres a causé une dévaluation de leurs titres avec la réduction de leur territoire. Le vaste stockage de grains autrefois appelé les plaines M. Céline a été donné au vassal le plus puissant, et les terres utiles ont été divisées entre différents vassaux. L'endroit où ils se sont retrouvés, comme chassés, était la terre rude et sèche près des montagnes du sud. Il n'y avait pas de produits régionaux adaptés, et les mines de cuivre, fréquentes dans les montagnes, faisaient défaut. Même s'ils gagnaient la guerre régionale, ils devraient sans cesse demander de l'aide à Kuro. Ils ont besoin de beaucoup d'argent pour briser ce cycle vicieux. Bien plus que les 3 millions de Logan, quelqu'un à Cal, la plus grande ville commerçante du royaume de Grandia, peut lui donner cet argent. En voyant les vendeurs de rue, il se rappelle combien M. Céline est éloigné. D'après ses souvenirs, la personne qu'il cherche a passé sa jeunesse à Cal. Les habitants disent qu'il vit dans le coin, c'est le moucheron d'or, Philippe Claude. L'Empire Harry est la nation la plus forte du continent, centraliste et basée sur le mérite. Tant que vous êtes talentueux, peu importe votre sexe ou votre âge, vous pouvez réussir. C'est une nation où l'on peut jouir de pouvoir et de richesse, même pour les étrangers. Un exemple parfait est Philippe Claude du royaume de Grandia. C'est l'un des marchands les plus riches qui fait bouger l'Empire et le plus grand marchand de guerre du continent, appelé le commerçant du royaume de Grandia. Cependant, en réalité, même s'il est appelé moucheron d'or, il soutiendrait ceux de son pays d'origine et utiliserait son argent et son pouvoir pour créer le miracle de la domination souveraine de Grandia. En le voyant en personne, Logan se demande s'il s'agit vraiment de ce même gars qu'il cherche. On voit Philippe proférer des jurons contre les salauds qui l'ont escroqué, et notre gars semble avoir entendu
Remarquant les cheveux rouges et les yeux perçants, il se demande qui est ce gars. Notre protagoniste sous-entend qu'ils peuvent parler un moment tandis que Philippe se demande qui il est et s'il le connaît. À ce moment-là, il ressent une forte émotion dans les yeux de Logan. Une émotion que Philippe, l'homme d'affaires, a vue 1000 fois, la cupidité. À en juger par son timing et son armure usée, il suppose qu'il est définitivement un gangster mercenaire. Et c'est là qu'il panique et essaie de clarifier que ce n'est pas encore la date de remboursement, et que la vente de la propriété commerciale se fera dans 3 jours. Il lui dit donc de revenir à ce moment-là. Logan lui fait savoir qu'il n'est pas là pour recevoir sa dette, mais le type paniqué ne veut rien entendre, voulant qu'il parte. Notre gars essaie de le calmer et répète qu'il n'est pas là pour recevoir de l'argent mais pour investir. Cela surprend Philippe, réalisant qu'il n'est pas là pour recevoir de l'argent. Il le prend pour un fou de vouloir investir dans quelqu'un qui a complètement échoué, mais considérant la possibilité qu'il dise la vérité, il lui demande combien il prévoit d'investir. Logan déclare qu'il va l'aider suffisamment pour qu'il puisse rembourser ses dettes et faire un retour. Claude est tenté presque immédiatement, mais en voyant la saleté sur son armure, il suppose qu'il vient de loin, donc il conclut qu'il est en train de se faire escroquer. Cela le met hors de lui et il finit par s'en prendre à notre gars, déclarant que s'il voulait l'escroquer, il aurait dû mieux se préparer, tout comme ces salauds qui l'ont escroqué. Philippe suppose qu'il n'est pas un investisseur en mentionnant le blason sur son armure, qui appartient à la baronnie M. Céline du Sud-Ouest. Il s'énerve en disant que c'est une famille de mendiants qui doit vivre au crochet de ses beaux-parents et trouve suspect qu'il veuille investir. Quand cette famille ne peut même pas rembourser ses propres dettes, il avertit le gars aux cheveux rouges que s'il est pris à se faire passer pour un noble, il sera exécuté. Il lui fait savoir qu'il a choisi la mauvaise personne. Sur ce, le pauvre type éclate en larmes tandis que Logan est impressionné par son jugement astucieux même au fond du trou. Il se demande comment le calmer et c'est alors qu'il montre ses pouvoirs, indiquant qu'il a une réalisation éveillée. Il concède qu'un génie comme lui ne peut pas se faire escroquer et qu'il n'y a pas moyen qu'il est un idiot qui essaierait de ruiner son avenir radieux comme ça. Il s'excuse auprès de notre gars et lui demande ce qu'il veut, à quoi il révèle qu'il veut l'embaucher pour toujours et que payer ses dettes n'est qu'un bonus. Philippe est confus à ce sujet et demande avec des excuses si la famille M. Céline a de l'argent pour cela. Logan lui demande le montant de la dette à rembourser et il s'avère qu'il s'agit d'environ 250 000. Il prétend rembourser sa dette et finit par accepter de lui donner 50 000 de plus, portant le total à 300 000. Ainsi, notre protagoniste lui remet 550 000 pièces d'or en espèces. Le garçon aux lunettes est abasourdi et voit notre gars comme un ange. Plus tard, on les voit signer un contrat selon lequel, si le subordonné essaie de nuire intentionnellement au patron, il ressentira une douleur excruciating comme si son âme était déchirée. S'ils n'aiment pas ça, ils doivent éveiller leur force même et devenir au moins un chevalier de haut rang ou payer un mage de 4 cercles ou engager plusieurs centaines de fois ce montant et leur demander de lever la malédiction. Claude se méfie, pensant qu'il est juste maudit, et reprend ce qu'il a dit en appelant Logan un ange. Il semble qu'il doute de sa décision, voyant que notre gars a signé un contrat magique coûteux pour en faire son esclave. Le rouquin précise qu'ils ne peuvent pas se faire confiance en se rencontrant pour la première fois et qu'il a besoin d'une garantie raisonnable pour investir une fortune. Logan dit qu'il annulera le contrat une fois la confiance établie et qu'il devrait bien s'en sortir. Mais Philippe pense que c'est un désastre, sans détail ni condition, et il n'a pas le choix que de lui faire confiance. Il se demande ce qu'il doit faire, et Logan lui demande d'acheter de la viande de monstre, ce à quoi il rétorque qu'il est vraiment fou. Sa réaction semble logique à notre gars, qui sait que la viande de monstre contient du poison, donc les brûler est du bon sens. Mais dans quelques années, la situation changera radicalement. En effet, il devient connu qu'ils peuvent créer un neutralisant de sang de monstre avec des ingrédients courants, et certaines régions en manque de nourriture commencent à consommer des monstres. Cet hiver-là, des cas de handicap liés à la consommation de caloques commencent à apparaître. Même ceux qui ont eu des blessures aux parties intimes et sont devenus stériles physiquement constatent les effets, et 1 an après, la tour royale des mages le valide. Le caloque devient introuvable sur tout le continent, et une espèce disparaît simplement à cause des résultats de recherche qui montrent qu'elle est bonne pour la virilité. Avec cela, Logan est convaincu qu'il peut non seulement gagner 3 millions, mais bien plus. Pendant ce temps, Philippe se demande s'il devrait simplement fuir. Claude panique en entendant Logan dire qu'il dépensera 1 million pour de la viande de monstre, le faisant croire qu'il est complètement fou. Notre gars essaie de convaincre le gamin qu'il gagnerait plus d'argent même s'il dépense plus, mais la réaction de Philippe en dit long et il est clairement contre l'idée. Le gamin demande alors à Logan quel est le prix unitaire pour acheter de la viande de caloque. Le rouquin répond que la viande de caloque ne vaut pas grand-chose en ce moment, sans compter qu'en ce moment tout le monde doit la brûler car il n'y a pas d'acheteur. Donc, Logan suggère que s'il demande simplement à quelqu'un d'apporter les cadavres, 200 pièces d'or devraient suffire selon les frais de transport du royaume. De plus, le coût est par unité, donc s'ils apportent beaucoup de caloques d'un coup, ce sera beaucoup moins cher à transporter. Philippe se moque de Logan et trouve excessif qu'il pense déjà aux frais de transport. Énervé, en vrai malin qu'il est, le gamin devine qu'avec ce prix unitaire et un budget d'1 million,
Logan prévoit d'engager une guilde de mercenaires pour une chasse à l'échelle du royaume et ensuite acheter chez eux. Notre rouquin questionne alors s'il y a quelque chose de mal à cela, ce à quoi Philippe hoche la tête, affirmant qu'il est complètement à côté de la plaque. Le garçon précise que toute la viande de monstre est jetée en ce moment, donc s'ils engagent juste une guilde de marchands pour le prix du bœuf, tout sera réglé. De plus, il y a plein de marchands qui apporteront et vendront n'importe quoi pour un sou, et même si c'est des déchets à jeter, ils se demanderont les uns aux autres de l'acquérir pour eux. Avec un sourire, Philippe est certain qu'ils apporteront à Logan toute la viande de Kalog du royaume dès qu'il le demandera. Tous abattus, bien sûr. Pendant ce temps, notre gars reste bouche bée, impressionné par ce petit punk adorable. Ce qui le rend encore plus heureux, c'est qu'il a déjà un bon retour sur son investissement. Philippe, désespéré, dit à Logan de ne plus se soucier de l'argent et de le laisser faire. Après tout, son destin dépend maintenant de l'avenir de Logan. Notre gars confie alors au garçon une autre tâche et lui ordonne de rester en prison pour acheter tout en gros, y compris des cartouches en bois de fer des montagnes du sud de l'Empire, des ressorts et de la coque. Le garçon demande s'il fabrique des jouets. Logan sourit et dit que c'est mieux. Notre garçon garde secret que ces matières sont pour des armes de guerre. Logan M. Céline se souvient que dans sa vie précédente, ces armes, fabriquées avec ces matériaux, étaient utilisées lors de la guerre d'invasion du royaume de Grandia. Un simple soldat pouvait ainsi tenir un chevalier en échec. Plus important encore, Logan a confié à Dwayne, leur gestionnaire financier, d'engager des mercenaires avant d'arriver ici. Ces armes leur donneraient un avantage. Mais avant cela, il doit trouver un artisan pour fabriquer les armes et un instructeur pour former les mercenaires. 2 jours plus tard, la scène nous conduit à la ville des mercenaires, Haroun. Logan demande à Kézlon, un mercenaire de rang, de l'engager comme instructeur. Kézlon refuse, disant qu'il n'a jamais formé personne de manière proactive. Notre gars essaie de le convaincre que ce ne sera pas si difficile, car il doit juste entraîner les mercenaires de rang C. Il justifie qu'il n'a guidé que quelques jeunes et conseille à Logan de confier cela à des éducateurs professionnels. Mais notre gars, qui a travaillé avec Kézlon dans sa vie précédente, sait manier toutes les armes et excelle en équitation. De plus, la valeur de Kézlon brille lorsqu'il devient instructeur, sans parler du fait que l'escouade de mercenaires qu'il a formée après avoir été gravement blessé et donc retraité avait des compétences meilleures que n'importe quel autre de leur genre. Étant donné que Kézlon n'est pas d'humeur en ce moment, notre gars décide d'utiliser l'argent comme appât, le faisant tomber dans un piège. Logan lui propose 4000 pièces d'or pour le travail, ce qui fait chavirer Kézlon, puisque les mercenaires de rang attouchent un maximum de 2000 pièces d'or par mois et notre gars lui en offre le double. Cela suffisait à faire saliver le mercenaire, mais Kézlon décide de ne pas céder et refuse à nouveau l'offre. En vrai obstiné, notre gars augmente l'offre à 6000 pièces d'or, mais Kézlon semble avoir un excellent contrôle de soi et dit qu'il préfère les missions de combat. Eh bien, notre rouquin n'a pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout en proposant 7000 pièces d'or. Le mercenaire frappe le mur de son poing. Bien que cela puisse sembler que Kézlon est en colère, au moment où Logan finalise l'offre à 8000 pièces d'or, Kézlon perd le contrôle et accepte avec joie l'offre. Avec ça, l'embauche de notre gars est un succès. Plus tard, le mercenaire apprend que Logan est le premier jeune maître de la famille baronne M. Céline. Notre garçon se demande si Kézlon n'est pas curieux de savoir pourquoi il engage des mercenaires de la campagne du fief, mais le mercenaire répond franchement qu'il n'est pas du tout curieux tant qu'il reçoit l'argent. Notre gars est soulagé de voir son esprit clair. Soudain, un bruit les interrompt. Un mercenaire frappe les esclaves pour les faire avancer. Logan, furieux, entend Kézlon dire que Haroun est surnommé la ville des mercenaires et des esclaves. Il révèle à notre jeune maître qu'il va en voir beaucoup plus, car c'est ici que commence le marché des esclaves. Notre gars semble déjà le savoir et dit qu'il doit acheter un esclave sur ce marché. En avançant, un vendeur prend Logan pour un paysan naïf et essaie de lui vendre des esclaves à un prix réduit. Cependant, un seul regard de Kézlon suffit à lui faire peur. Il semble que Kézlon est une présence plutôt terrifiante. Notre rouquin est convaincu que l'engagé valait vraiment le coup. À ce moment-là, Logan remarque une boutique avec plus de gardes et pense qu'il est au bon endroit. Il révèle qu'il est ici pour acheter un nain et le vendeur murmure que les espèces d'autres mondes sont rares, donc ils en prennent soin. Logan dit au propriétaire d'arrêter avec ses conneries et pointe le nain qu'il veut. Ce nain s'avère être un vieux et arrogant. Le propriétaire assure à notre jeune maître qu'il trouvera de nombreuses utilités pour lui, ajoutant que ce nain est un grand artisan, l'un des rares avec un rang expert. Les yeux écarquillés, Logan M. Céline est stupéfait, car les nains sont naturellement habiles de leurs mains. Leur race crée et répare des objets, trouvant un sens depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Un nain expert dépasse l'artisan qualifié recherché. Pourtant, Logan ne s'inquiète que du prix et demande au propriétaire. Le vieil homme tente de faire le jackpot en murmurant 200 000 pièces d'or. Logan lui lance un regard meurtrier et lui demande s'il a
Amusé de voir le vendeur réduire le prix de 150 000 en quelques minutes, le nain trouve Logan inflexible, mais notre gars dit que c'est basique. Fr. L'artisan demande alors à notre jeune maître où il va, apprenant qu'il se rend au domaine des M. Céline dans le sud-ouest pour y créer ce que Logan demande, mais un problème se pose. Les nains sont habiles, mais pas les nains esclaves. Fr. La raison est que, malgré leur talent, sans passion, ils ne peuvent pas créer de véritables œuvres d'art. Pour insuffler cette passion aux nains esclaves, notre gars promet de le renvoyer dans les montagnes s'il fait de son mieux pendant 20 ans. Fr. Sachant que ces années ne comptent pas pour eux, le nain est en admiration. Peu après, un tumulte attire leur attention. Un esclave aux yeux étranges s'est échappé. L'esclave aux cheveux bleus fuit frénétiquement, portant son jeune frère. Fr. Malchanceux, un mercenaire lui donne un coup de pied et il tombe. Le propriétaire, furieux d'avoir été mordu, tabasse l'esclave. Pendant que Logan assiste à cette brutalité, Kézlon lui dit de partir, car ce ne sont que des esclaves. Fr. Mais notre garçon se sent troublé en voyant cet esclave aux yeux étranges. Il réalise que c'est Victor. Logan l'appelle brusquement, mais s'arrête, n'ayant jamais pensé le retrouver ici. Fr. On découvre alors que dans la vie antérieure de Logan, un utilisateur d'aura célèbre était un esclave qui s'est échappé après avoir tué son maître. Fr. Après avoir été recherché pour avoir tué d'innombrables soldats, chevaliers et même des nobles, le gars aux yeux étranges s'est caché comme un criminel. 10 ans plus tard, il réapparaît, utilisant l'aura, preuve qu'il avait transcendé l'humanité. Ce garçon a massacré toute sa famille d'esclavagistes. Fr. Dès lors, cet esclave a tué tous les nobles qu'il a croisés à Grandia, gagnant le titre de noble slayer en tant qu'utilisateur d'aura. Fr. Logan se souvient qu'1 an après être devenu mercenaire, l'incident d'évasion des esclaves a eu lieu, ce qui signifie que Victor est actuellement un esclave. Notre héros envisage de sauver ce garçon pour avoir un futur utilisateur d'aura à ses côtés. Fr. Mais il ne peut ignorer que ce garçon aux yeux étranges est un maniaque homicidaire. C'est une arme létale qui pourrait blesser ses alliés, et Logan prévoit de le maîtriser. Pendant ce temps, il mord à nouveau son propriétaire. Fr. Alors que les mercenaires s'apprêtent à frapper l'esclave, notre gars intervient avec son épée. Le propriétaire, voyant l'armure de Logan, comprend qu'il est un client. Le vendeur dit qu'il n'entraînait que ses marchandises. Logan veut acheter les esclaves, et le propriétaire demande s'il parle des enfants aux yeux rouges et bleus. Fr. Notre gars demande d'abord le prix et apprend que c'est 10 000 pièces d'or chacun. Le marchand d'esclaves pense qu'il se moque de lui, mais Logan sait qu'un jeune esclave robuste coûte environ 300 pièces d'or, et ce baldin fixe un prix exorbitant pour des enfants qui ne sont que peau et os. Fr. Pour l'avenir du noble slayer, 10 000 est encore bon marché. Mais comme le propriétaire n'en a aucune idée, notre héros le dupe pour ne pas le laisser gagner. Fr. Logan s'oppose alors et mentionne que ses enfants sont sur le point de s'effondrer, sans parler de celui qui est au bord de la mort. Le marchand d'esclaves précise que ces 2 rares enfants sont les seuls sur le marché, mais le gars des M. Céline ne gobe pas cette connerie et propose 500 pièces d'or chacun. Fr. Un prix supérieur à celui d'un esclave en bonne santé suffit amplement. Alors que le salaud tente de discuter, Logan lui lance un regard hostile, ironisant sur sa méconnaissance du prix d'un esclave. Le propriétaire s'arrête et réfléchit. Fr. Il pense que Victor, ce gamin, est toujours en train de causer des problèmes et le fera encore. Il décide donc de le vendre et accepte l'offre de Logan. Plus tard, Victor, sur le dos de Kézalon, reprend conscience. Fr. Même les mercenaires sont surpris, car la blessure ne permet pas une guérison rapide. Logan a l'air soulagé, mais en réalité, il a libéré de la force en se déplaçant, ce qui est évident. Sa force surpasse celle des prêtres de bas niveau. Fr. Cependant, notre garçon pense que la petite sœur de Victor a détecté la force, même si Kézalon ne l'a pas remarqué. Puis, Victor perd le contrôle et attaque Logan. Fr. Cependant, notre gars saisit sa main, ne sachant pas si ce gamin aux yeux étranges est plein d'esprit ou juste idiot. Logan l'étrangle et lui dit de réfléchir à sa situation. Fr. Notre gars précise qu'il n'est pas le marchand d'esclaves, lui conseillant que c'est bien d'avoir de l'esprit, mais il doit apprendre à choisir ses adversaires. Notre jeune maître espère que c'est le dernier avertissement dont Victor a besoin et assure au garçon que s'il obéit, il garantira sa protection, ainsi que celle de sa petite sœur. Fr. Il avertit Victor que s'il panique encore, il se débarrassera de lui et de sa sœur. Logan relâche son coup, et le garçon tombe au sol. Notre héros pense que cela l'effrayera et annonce qu'il compte former Victor en chevalier. Fr. Bien que le garçon semble surpris, Logan divulgue que les chevaliers sont des nobles honoraires, et naturellement, ce garçon aux yeux étranges pourra également échapper à son statut d'esclave, tout comme Victor, et il souhaite aussi faire de sa sœur une chevalière. Le garçon frissonne d'impatience et déclare qu'il le fera. Fr. Comme Logan l'a pensé, la sœur de Victor est la clé pour contrôler la nature violente de l'esclave noble. Il dit au garçon qu'il commence. Fr.
Logan explique qu'il s'agit d'un contrat magique stipulant que si Amar travaille pour lui pendant 20 ans, il le renverra dans les montagnes. Amar est sans voix, car c'est trop difficile à croire que Logan le renverra chez les siens. Fr. Notre gars gagne la confiance du nain, car une promesse sans preuve est difficile à croire. Amar, en larmes, exprime son désir de retourner coûte que coûte et s'incline devant Logan, l'appelant maître. Fr. Le rouquin ne pouvait pas croire qu'un contrat suffisait à motiver le nain, réalisant qu'il en profitait. Logan pense avoir tout ce qu'il faut, ayant même dépassé ses attentes avec le noble Slayer. Fr. Pour être précis, les préparatifs de la guerre entre les fiefs allaient bien. Fr. Pendant que tout se passait sans problème, Logan Mcéline ne savait pas à ce moment que les rumeurs sur son comportement étrange s'étaient déjà répandues dans tout Mcéline lors de la sortie, et que sa réputation avait chuté au plus bas et était devenue souterraine. Fr. Mais son serviteur Rick devait affronter les conséquences, se noyant dans le désordre pour réparer les choses, maudissant son jeune maître. Notre gars a fini par mettre Rick dans de beaux draps. Plus tard, ils arrivent au manoir des barons Mcéline, où Rick accueille joyeusement son maître. Fr. Mais derrière ce sourire, le pauvre Rick perd son calme et demande à Logan s'il est sérieux. Notre gars est content de le voir sourire, tandis que son serviteur lui demande ce qu'il a fait là-bas, ajoutant que les gens du fief disaient toutes sortes de choses à son sujet. Fr. Il disait que Logan Mcéline est un monstre pervers qui dépense tant d'or pour de la viande de monstre. Tout cela est grâce à Philippe Claude, qui a rassemblé les marchands mercenaires et a déclaré vouloir de la viande de monstre. Fr. Les gens étaient dégoûtés par une telle demande, pensant que Philippe était fou. Mais ce salaud révèle que Logan Mcéline achète de la viande de monstre. Fr. C'est alors que les rumeurs sur notre gars commencent à circuler, et les gens se rappellent qu'il a rompu des fiançailles et trompé sa fiancée. Même Philippe est abasourdi, pensant que parler de viande de monstre augmenterait les ventes, mais il découvre le passé embarrassant de Logan. Fr. Il pensait que le jeune maître était juste un fou, mais après les rumeurs, il est convaincu qu'il est un scélérat. C'est riche venant de lui. Pourtant, l'instinct de marchand de Philippe lui criait, créant un sentiment d'urgence parmi les gens. Fr. Quand il dit qu'il donnera un or par kilo de viande, les gens sont complètement sidérés. Et le malin Philippe, sachant qu'aucun marchand ne refuserait de vendre des déchets si un escroc est prêt à payer, propose de l'argent aux gens cupides et exige qu'il lui apporte toute la viande de colloque, de préférence fumée, scellée et tranchée. C'est ainsi que le sens commercial de Philippe a amené les marchands à rassembler de la viande de colloque. Des rumeurs sur notre gars circulent aussi à Cale. Dans cette scène, Rick raconte tout à Logan. Notre gars rit et reconnaît que Philippe a bien travaillé. Rick s'affole et se demande comment Logan peut rire maintenant. Il lui demande de regarder les visages de ceux qui l'accompagnent, visiblement troublés par ce qu'ils ont entendu. Notre gars pense que ça va bientôt se terminer, mais son serviteur lui dit que même le patriarche Patrick est furieux. Peu après, Logan retrouve son père qui lui demande s'il a aimé fuir la maison. Notre gars admet sans vergogne que c'était un voyage enrichissant. Le patriarche, furieux, dit avoir entendu des rumeurs sur ses folies. Notre gars déclare que les rumeurs ne sont que des rumeurs, avouant qu'il n'a pas une once de honte pour ses actions. Ces mots donnent à sa belle-mère l'occasion de s'exprimer. Elle se moque et dit au patriarche que le jeune maître Logan n'a aucune conscience de sa position et que ses actions déshonorent le nom de la famille. Notre gars trouve sa belle-mère excessive et avoue avoir dépensé l'argent de sa rupture de fiançailles comme il le voulait. Cette attitude fait perdre son calme à la mère. La belle-mère demande au patriarche s'il va toujours prendre le parti de son fils, commentant négligemment que les racines du jeune maître sont en cause. Au moment où elle dit de telles absurdités, Patrick lui crie frénétiquement d'arrêter et lui demande de partir car il souhaite parler à Logan seul. Son père lui donne un dernier avertissement et, lors d'une discussion franche, Patrick essaie de dissuader Logan et lui demande ce qui ne va pas chez lui. Il ne comprend pas pourquoi son fils agit ainsi. Notre gars réalise que son père ne laissera pas passer cette fois et pense qu'il ne comprendrait même pas s'il lui expliquait. Le patriarche demande rhétoriquement si ce n'est pas Logan qui a besoin d'être compris et ouvre le sujet des rumeurs qui circulent à son sujet. Il le qualifie de violent, cruel, obsédé par l'argent et dernièrement même fou. Enragé, son père en a assez de le couvrir et devient sentimental en demandant à Logan de lui dire à l'avance s'il y a un moment où il s'arrêtera à l'avenir. Ainsi, le patriarche pourrait au moins dire qu'il a fait de son mieux pour sa mère décédée. Notre gars est sans voix, car son père n'a jamais parlé de sa mère, même quand il l'a expulsé. Logan pense que son père n'a pas encore abandonné ses espoirs et implore le patriarche de lui donner un an pour prouver ses raisons. Notre gars Grimley demande à son père de lui rendre ce service. Après son départ, Patrick se sent étrange, ne réalisant pas qu'un parent et un enfant peuvent parler ainsi. Il tient le médaillon et décide que si Logan échoue à prouver sa valeur dans un an, il devra prendre une décision en tant que chef des Mcéline. Il s'excuse auprès de Rena pour... Il avait promis à Rena de protéger leur fils et de bien l'élever,
mais Patrick se sent négligent. Plus tard, il croise son frère Ragnan et apprend qu'il a déjà éveillé sa force. Logan est content de voir son frère le rattraper, car dans sa vie précédente, sa force ne s'est éveillée qu'après la guerre entre les fiefs. Ragnan remercie Logan et dit que les chevaliers l'empêchaient de le rencontrer. Alors que les chevaliers sont embarrassés, notre gars est surpris que Ragnan ait réussi à passer 2 chevaliers dès qu'il s'est éveillé. Notre jeune maître prévoit alors d'enseigner à son frère les secrets de l'épée divine une fois que sa force sera stabilisée, afin qu'il devienne bien plus fort que dans sa vie précédente. La scène nous emmène ensuite dans un cottage au sud de Céline, où Dwayne informe le jeune maître Logan qu'il a recruté 350 mercenaires de rang, c'est comme demandé. Les mercenaires de Baran parlent mal de Logan, disant que les rumeurs à son sujet sont déjà assez mauvaises. En regardant son épée et son armure, ils se moquent de notre gars, se demandant s'il essaie d'être soldat ou quoi. Heureusement, Logan entend tout ce discours et prévoit de remettre à leur place ces rascals qui se battent pour vivre. À ce moment-là, il interpelle le mercenaire chauve et lui demande s'il a l'air drôle en armure avec une épée. Pendant que le mercenaire se demande comment il a entendu ça, Logan l'humilie pour ses paroles en l'interpellant. Il traite le chauve de mercenaire de Baran et lui demande quelles compétences inexistantes lui permettent de mépriser les autres. Notre gars suppose que le mercenaire est offensé et se moque en se demandant si un homme de Baran comme lui a de la fierté. Le jeune maître Céline déclare que si ce mercenaire parvient à lui porter un coup, il lui paiera immédiatement 1 an de salaire et le laissera partir. Notre gars promet cela, l'honneur d'un noble étant en jeu. Le mercenaire chauve, séduit par l'offre, se lève pour affronter Logan, et tous sont stupéfaits par sa taille. Les autres mercenaires sont choqués, tandis que notre garçon comprend la confiance de son adversaire. Le mercenaire demande à notre garçon baron de commencer, sûr que le grand va le regretter. Pendant que le mercenaire demande moqueusement à Logan s'il a besoin d'un avantage pour venir à son niveau, notre gars aux cheveux rouges balance son bras comme une catapulte et frappe le grand gars au visage, le faisant s'effondrer en moins d'1 seconde. La foule est frappée de stupeur alors que le choc se lit sur tous les visages. Après ce coup emblématique, notre gars se demande si quelqu'un d'autre veut parler. Les mercenaires sont stupéfaits de voir un si jeune utilisateur de la force, tandis que Kézalon ne savait pas que Logan était si fort. Après avoir constaté qu'il n'y a personne d'autre qui ose se dresser contre lui, il se présente correctement et révèle qu'il est celui qui les a appelés ici. Il précise que la seule raison pour laquelle il dépense de l'argent et recrute des mercenaires est qu'il prévoit de les entraîner pour devenir des hommes de la cavalerie à arbalète. En entendant cela, les mercenaires semblent perdus, car ils n'ont aucune idée de ce qu'est une arbalète. Le mercenaire de rang murmure à Logan que les arbalètes ne sont pas des armes efficaces pour l'utilisation à cheval et notre gars semble le savoir clairement. Puisque le gars aux cheveux rouges vient du passé, il est révélé que les arbalètes sont bien plus destructrices que les arcs, mais les tireurs inexpérimentés mettent plus d'1 minute juste pour les charger. Mais s'ils sont à cheval, ils risquent de manquer de puissance de feu en 1 minute, même s'ils portent 3 ou 4 arbalètes chargées. Pas étonnant que les mercenaires soient confus. Logan ne bluffe pas. Il dit à Kézalon que s'il pense qu'il gaspille de l'argent en jouant aux soldats, il ordonne aux mercenaires de rang A de les entraîner d'abord. Le jeune maître du baron pense que ces hommes de la cavalerie à arbalète seront une grande force pour Céline, même après la guerre entre les fiefs. Kézalon doit obéir. La scène nous emmène quelques jours plus tard, où Logan découvre que sur 350 mercenaires, 312 ont réussi le simple test de qualification, ce qui est suffisant. Juste à ce moment-là, il est interrompu par Amar, le nain, qui a fini de regarder le schéma des armes et semble un peu confus. Notre gars dit que c'est un schéma de l'arbalète que Tamar va fabriquer, même si c'est rudimentaire pour un pro. Logan pense qu'après des décennies à utiliser cette arme dans sa vie précédente, il a pu en faire un croquis de mémoire, espérant que le nain expert puisse le réaliser. Amar, en revanche, analyse qu'ils doivent mettre une cartouche qui contient des carreaux à l'arrière d'une arbalète et la rendre autochargeable pour qu'elle puisse tirer 3 coups d'affilée. Le nain grince des dents de frustration et se demande qui a bien pu inventer cette idée. C'est alors que Logan révèle qu'il a eu l'idée, faisant regretter ses mots à Amar. Le nain y réfléchit et trouve l'idée novatrice. Amar examine la structure complexe de l'arbalète et conclut qu'elle n'est pas adaptée. Il demande à Logan de trouver une solution, mais notre gars sourit et dit à l'expert de faire le travail lui-même. Amar veut lui donner une leçon, mais notre gars plaisante et suggère au nain de réduire la taille du carreau et de la cartouche. C'est rapide et efficace. Fr. Logan propose de rendre la cartouche préfabriquée et de la recharger à chaque tir. Amar, les yeux écarquillés, la qualifie d'arme en avance sur son temps, une arbalète qui tire en moins d'1 minute, sans aucun doute. Fr. Cette arme a été créée dans le futur avant que notre gars ne régresse. Ensuite, le nain expert se lance dans ce défi motivant et énumère les choses nécessaires pour fabriquer l'arme. Une cartouche, un ressort, du bois, de la colle et une corde d'arc. Fr.
FR. L'ego du nain est blessé intentionnellement, et il promet de créer cette arme en un mois, avec quelque chose de bien supérieur. Plus tard, Victor s'entraîne avec Logan. FR. Notre gars le pousse fort et se rend compte qu'il ne les a fait que manger et dormir depuis leur arrivée, mais il n'arrive pas à croire la différence. Les jambes de Victor tremblent, et Logan lui ordonne de se reposer. FR. Au fond, il est étonné qu'un gamin de 14 ans, bien plus petit que ses pairs, ait couru 20 km sans repos. FR. Le rouquin n'est pas du tout déçu, admettant que Victor est effectivement talentueux, mais ce qu'il apprécie le plus chez lui, c'est sa détermination et sa persévérance, au point de penser que ses inquiétudes étaient vaines. FR. C'est alors que notre gars comprend que Victor n'était pas un tueur de nobles par nature, et que le changement vient sûrement de sa sœur. FR. Quelques instants plus tard, Logan dit au gamin aux yeux étranges de se préparer pour la prochaine séance d'entraînement, où il lui enseignera la technique d'épée du royaume de Grandia, apprise chaque nuit dans le pays. En reprenant l'entraînement, Victor se sent épuisé au point de vouloir s'évanouir. FR. Mais il se rappelle que si le prix de cette fatigue est un bon repas et une bonne nuit de sommeil, il vaut mieux endurer. Une bouffée d'énergie traverse le garçon, qui imite impeccablement la technique d'épée que Logan vient de réaliser. Comme d'habitude, notre gars est impressionné. Victor suit chaque mouvement et chaque souffle sans effort. Il est convaincu que son frère Rognan n'est même pas si bon malgré leur âge similaire. Pourtant, Logan pense que si Victor améliore son endurance et maîtrise la technique de l'épée du royaume plus de 1000 fois, il pourra se dire chevalier. À l'entente de ce mot, Victor est enchanté et demande juste à Logan de s'occuper de sa sœur. Ainsi, notre garçon continue de s'entraîner en se disant que ce garçon ne peut pas encore partir à la guerre, mais qu'il sera d'une grande aide pour Céline. De plus, le corps de mercenaires et l'arme que Ammar forgera seront une force redoutable, mais il se dit qu'il ne doit pas être trop optimiste. Ammar pourrait ne pas réussir à créer un bon arbalète, et même s'il y parvient, rien ne garantit que les mercenaires l'utiliseront correctement. À ce moment-là, Logan décide de trouver un autre plan, car il a mis tout entre les mains des autres. Ce jour-là, notre gars déclare à son père qu'il veut rejoindre l'entraînement des chevaliers. Inkel, capitaine de l'ordre des chevaliers Céline, annonce qu'à partir d'aujourd'hui, le jeune maître Logan rejoindra leur entraînement. Les chevaliers sont incrédules, mécontents de l'arrivée du jeune maître, se demandant s'il se moque d'eux depuis qu'il a battu Dominion. Pendant ce temps, Inkel se souvient de sa conversation avec le baron, qui lui avait dit que les chevaliers ne seraient pas contents de voir Logan s'entraîner avec eux. Le patriarche a précisé qu'il ne lui demandait pas de traitement de faveur, mais de le soumettre comme un chevalier novice. Le capitaine sait que même s'il a dit cela, il reste son fils, et ce serait plus facile s'il lui demandait d'être gentil. Logan lui assure de ne pas s'inquiéter et déclare que s'il est en retard à un seul entraînement de l'ordre des chevaliers pendant une semaine, il fera comme si cela n'était jamais arrivé. Cela choque Inkel, qui décide de tripler la difficulté de l'entraînement cette semaine. Plus tard, les chevaliers peinent dans leur entraînement, se demandant quel genre d'exercice c'est. Le capitaine leur ordonne de ne pas mourir et les interroge sur leur insensibilité à ce que c'est d'être un cheval. L'entraînement inclut de courir avec un chevalier sur le dos, et Inkel veut qu'ils ressentent ce que c'est d'être un cheval armé. Un chevalier se demande pourquoi s'entraîner en armure complète, réalisant qu'ils subissent cet enfer à cause de ce fichu trouble-fête, notre garçon. Il est convaincu qu'il ne tiendra pas longtemps avant de fuir et parie qu'il tiendra 3 jours, quand un autre soldat l'interrompt en disant qu'il ne tiendra même pas une journée. Pendant ce temps, Logan court devant tout le monde, portant un chevalier sur son dos, et le voit sourire, ce qui surprend le capitaine et les autres. Inkel réalise qu'à ce stade, ce seront les chevaliers qui seront à la traîne et non Logan, donc il ordonne à tout le monde de s'arrêter. Leur donnant 10 minutes de repos, il demande à notre gars comment il se sent, s'attendant à ce qu'il réponde honnêtement que c'est fatigant, pour pouvoir abandonner cet entraînement fou. Mais à sa grande surprise, notre personnage lâche que c'est assez facile, et sachant que les chevaliers passent par là tous les jours, il croit qu'il n'y a pas moyen qu'il ne soit pas fort. Il annonce qu'il attend avec impatience le prochain entraînement, et le capitaine réalise que ce n'est pas ce qu'il espérait. La nuit, Logan cherche ses camarades. S'entraîner avec les chevaliers était son assurance, au cas où tous ses plans échoueraient. S'il échoue, il décide de rejoindre les chevaliers et de se battre sur le front. C'est pourquoi il pense qu'il devrait commencer à traîner avec eux et tisser des liens. De plus, il peut développer sa force par la méditation, mais sa force physique est essentielle pour entraîner son corps. L'entraînement des chevaliers l'aidera donc. Alors que son noyau de force grandit, il ne ressent aucune fatigue et la puissance d'un noyau d'une étoile dépasse ses attentes. Il se demande si, en atteignant 2 étoiles, il rivalisera avec un chevalier de haut rang comme son père.
Amar devient rouge de colère en essayant d'expliquer, mais Logan l'interrompt avec une excuse sarcastique, admettant qu'il n'aurait pas dû dire ça. Le vieux nain, d'accord, mentionne sa fierté, mais est encore interrompu. Le gars aux cheveux rouges suppose qu'il n'y a rien à faire si c'est vraiment le meilleur qu'il puisse faire et confesse qu'il a eu trop d'attentes et qu'il est responsable de son jugement erroné et d'avoir dépensé tout cet argent pour voir ça. Juste à ce moment-là, un Amar furieux l'interrompt et annonce qu'il fera un autre dans un mois et reviendra. Déchirant l'arbalète en deux, il sort de la pièce tandis que Logan réalise qu'il s'est tellement fâché qu'il va tout recommencer. Souriant diaboliquement, il décide de le presser pour obtenir quelque chose d'incroyable. Un mois plus tard, le vieux nain teste sa nouvelle arme en demandant l'avis de notre garçon. Il lui explique que cette arbalète a un tir de moins que ce qu'il avait demandé, mais affirme que celle-ci est plus facile à tenir et qu'il peut changer de chargeur. Logan est au-delà de choqué de voir l'objet, car il lui a fallu moins de 5 secondes pour charger et tirer. Elle a une portée moins efficace que l'arme de sa vie précédente et est plus petite, mais pour un soldat monté, celle-ci est bien meilleure. En fait, il trouve qu'elle surpasse ses attentes et ne peut pas croire qu'ils aient déjà progressé autant, alors qu'il reste encore des mois avant la guerre entre les festins. Amar cesse de parler en réalisant que son maître ne l'écoute pas, et c'est alors qu'il est soulevé dans les airs, alors que notre gars le félicite avec délice. Le vieux nain se sent gêné à l'idée que quelqu'un les voit quand Logan l'appelle, d'une manière si douce. Son cœur s'adoucit à ce ton et juste à ce moment-là, il lui demande s'il peut en fabriquer 400 en 2 mois. Les chevaliers sont stupéfaits de voir la version mise à jour des arbalètes qui tirent très loin, et Kézalon est incrédule en se demandant comment une arbalète peut faire. En observant l'arbalète à chargement par la bouche, il pense qu'une armée de plus de 300 soldats armés de cela serait inimaginable. Rien que d'y penser, il frissonne et ne peut s'empêcher de louer Logan, car il comprend maintenant ce qu'il avait en tête en parlant de cavalerie d'arbalète. Notre gars reconnaît le dur travail que Amar a fourni et qu'il a même eu des artisans supplémentaires pour l'aider, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il termine la commande 2 semaines avant la date prévue et qu'il fabrique même 100 arbalètes supplémentaires. Louant le nain expert, il le trouve évidemment supérieur. Bien qu'il veuille partager cela avec l'ordre des chevaliers et les soldats, il craint les fonds et une fuite de technologie. Il décide donc de patienter. Logan ordonne à Kézalon d'équiper les mercenaires d'arbalètes dès aujourd'hui et de chasser les monstres hors du territoire. L'entraîneur tente de s'opposer, mais est interrompu et on lui demande s'il pense que c'est possible. Notre personnage déclare que cela doit être possible, sinon tout cela est inutile. Kézalon, lui, doute qu'il ait fabriqué une telle arme pour soumettre des monstres et se demande s'il prépare la guerre. Plus tard, on voit Logan porter 2 chevaliers sur son dos en s'entraînant tandis que les autres sont stupéfaits de voir ça. Se demandant si cette capacité physique ridicule est génétique, l'un d'eux suppose qu'il doit être vraiment bon avec une épée, tout comme le patriarche. L'autre camarade intervient et ajoute que notre gars ne peut pas être comparé au vieux, puisqu'il a même perdu contre son frère cadet avant d'éveiller ses pouvoirs. Malgré tout, l'autre chevalier trouve assez incroyable que Logan endure cet entraînement depuis plus d'1 mois maintenant. L'entraînement qui était initialement conçu pour l'éloigner est maintenant devenu le nouveau symbole de l'ordre des chevaliers. Cela a été un stimulus inattendu pour les chevaliers de Baran qui prenaient cela à la légère, et les chevaliers ont commencé à vraiment comprendre et empathiser avec leurs chevaux. Le renforcement des liens entre les chevaliers est un atout. Inkle poursuit l'entraînement, car le jeune maître ne lâche rien, mais il est surpris par les résultats. Il voit notre gars comme sa chance, arriver sur ses 2 pieds. Ensuite, on voit Logan stimuler sa conscience intérieure par la méditation après avoir poussé son corps à l'entraînement. Les itérations s'harmonisent, et il semble faire de bons progrès. Dernièrement, notre garçon ressent un changement dans la force, espérant améliorer ses pouvoirs martiaux. Comme un maître d'aura surhumain, il peut surpasser tous les monstres de sa vie précédente. Il accumule alors la force et son noyau se transforme en un noyau à 2 étoiles. Il a maintenant les bases pour apprendre la prochaine technique secrète des secrets de l'épée. Avec le pouvoir de la première technique, Logan est sûr que la seconde sera encore plus puissante. Il croit que s'il maîtrise cette technique avant la guerre, même un chevalier de haut rang ne l'effraiera pas. Plus tard, on voit les soldats mercenaires s'entraîner à tuer des monstres avec des arbalètes sous le commandement de Kézalon. Il leur ordonne de lever et tirer, et le résultat amuse tout le monde. Voyant à peine le recul et comment l'une de leurs flèches a traversé la tête d'un gars pour plonger dans celle d'un autre, ils sont contents de leurs armes. Notre gars assiste à l'élimination d'un essaim de plus d'100 de monstres en moins de 10 secondes, concluant que leur ancienne habitude d'utiliser une arbalète basique a bien changé, et ils sont beaucoup plus rapides à changer les chargeurs. Il trouve que ça valait le coup de venir chasser si loin. Kézalon lui demande s'il est satisfait, et il suppose que oui, car les mercenaires étaient complètement désorganisés lors de la première chasse aux monstres, mais ils se sont beaucoup améliorés. Le commandant ne peut s'empêcher de s'interroger sur les raisons qui poussent Logan à faire cela. Jamais il n'a entendu parler d'une armée de mercenaires avec autant de puissance de feu, il se demande s'il prévoit de tuer des monstres à travers le continent. Juste à ce moment-là,
quelqu'un appelle notre gars et l'informe qu'il a été envoyé par une personne nommée Rick. Le gars révèle qu'hier, le Viscount Tesseron a déclaré la guerre. Il blâme la maison M. Céline pour le ressentiment de son ancêtre à cause de sa mort injuste. Les M. Céline se demandent pourquoi il les accuse maintenant. Tout le monde est curieux de la décision que va prendre le patriarche. Hinkle informe que l'ordre des chevaliers de Tesseron a beaucoup plus de soldats qu'eux, et suppose qu'avec Patrick, les chances de gagner sont faibles. Quelqu'un suggère de défendre la ville et d'appeler des renforts, mais une autre personne s'y oppose, croyant que s'ils font cela, les chevaliers capables d'utiliser la force seront poussés, et l'intérieur de la ville sera en complet chaos. Un autre intervient, disant qu'ils doivent d'abord envoyer un envoyé pour faire la paix. Ils sont tous réduits au silence par le patriarche, qui reconnaît que l'autorité de la famille royale n'est plus aussi forte qu'avant. Pourtant, il souligne que ces gens ont déclaré la guerre sans même leur permission. Il croit qu'il est clair qu'ils ont planifié cela, d'où ceux qui parlent de paix. Il se demande s'ils réfléchissent avant de parler. Il ordonne à tous de se préparer à la guerre et de concevoir un plan de victoire, les avertissant de ne tolérer aucune dissidence. Rick se demande si les jeunes maîtres iront, et Patrick dit que ses fils y iront aussi. Puisque la force de Rognan s'est éveillée et que Logan est en âge, il estime qu'il doit faire sa part. Rick réalise que la situation est mauvaise car notre gars est loin, et décide de l'informer rapidement. L'envoyé explique tout cela à Logan, qui est perplexe car d'après les souvenirs de sa vie passée, la guerre ne devait pas commencer avant 2 mois. Il se demande ce qui a pu précipiter la guerre des festins. Le gars dit à notre type de se dépêcher car il défie toutes les coutumes et avance après leur déclaration de guerre, disant qu'il doit partir maintenant pour au moins arriver au milieu de la guerre. Rognan réalise qu'il n'y a pas de temps à perdre, et juste à ce moment-là, Kézalon lui fait savoir que le corps de mercenaires de Logan est prêt à tout moment. Le gars aux cheveux rouges se demande pourquoi Kai ne semble pas trop surpris que la guerre ait éclaté, et il lui explique que pour eux, s'il n'y a pas de guerre, ils veulent en commencer une. Ils sont confiants car ils ont mis la main sur une grande arme, donc ils veulent évidemment l'utiliser. Logan trouve leur confiance justifiée, ayant écrasé le troupeau de monstres plus gros que d'habitude ces 9 dernières années. Pour lui, peu importe quand la guerre éclate, ils doivent juste gagner et ont assez de puissance de combat. Pendant ce temps, la maison M. Céline est anxieuse face à la guerre imminente. Les 314 membres croyaient en leur victoire. La guerre a commencé plus tôt que prévu. Le jour suivant la déclaration de guerre, les troupes de Tesseron se sont présentées au domaine M. Céline, et leur nombre a dépassé les attentes des vassaux. Il semble qu'il y ait plus de 100 chevaliers, plus de 1000 troupes régulières, et en plus, près de 10 000 conscrits. On annonce une guerre totale, et Patrick est furieux, se demandant si Aymon Tesseron a perdu la raison. Ce n'est pas seulement le choc avec une force principale de chevaliers qui sont pratiquement des surhumains pour une personne ordinaire dans cette bataille, mais d'utiliser des conscrits dans une guerre qui n'est même pas entre nations mais une guerre de fiefs domestiques, le patriarche se demande pourquoi il va si loin. Enfin, il est révélé que Kéro les a informés qu'ils ne leur fourniront pas de troupes. La belle-mère est choquée car elle croit qu'il n'y a pas moyen qu'ils refusent, car elle l'a vérifié elle-même. Patrick exige de rassembler tous les hommes capables de porter des armes et annonce qu'ils répondront avec toute leur force. Leur fidèle Kéro leur a tourné le dos. Coincé, M. Céline a rassemblé autant d'hommes que possible pour combattre Tesseron et a ainsi rassemblé 53 chevaliers, 550 de troupes régulières et 4418 conscrits. Pour un total de 5023 hommes, cette force n'était même pas la moitié de celle de l'armée Tesseron. Les chevaliers se demandent où est le premier jeune maître et supposent qu'il ne reviendra probablement pas et qu'il a dû fuir après avoir entendu la nouvelle. Rognan entend la conversation entre eux et leur demande de quoi ils parlent, car il est convaincu que son frère ne ferait jamais cela. Il sait qu'il s'attendait déjà à la guerre et est certain qu'il ne fuira pas. Patrick ordonne à son fils cadet de jouer le rôle de son frère en son nom et l'avertit de ne pas fléchir à aucun prix. Rognan ne veut pas croire que son frère a fui et réalise que cela n'a pas d'importance maintenant, car ils doivent gagner la guerre. Le patriarche ordonne à ses troupes de charger, et l'armée adverse est prête. Pendant que Tamar sourit en réalisant que son ennemi a enfin dégainé son épée, il ordonne à son armée de les affronter maintenant. Le chef des M. Céline comprend qu'il doit d'abord percer l'avant-garde, mais son attaque est bloquée par l'adversaire. Rick voit leurs chevaliers être mis hors de combat et réalise qu'ils perdent. Ils étaient si désavantagés qu'ils ont dû envoyer un serviteur comme lui. Il sait que s'ils sont piégés ici, ils perdront. À ce moment-là, un adversaire le pousse au sol, et il roule pour se protéger. Son allié arrive et poignarde l'ennemi, mais alors qu'il s'apprête à l'aider, l'allié est tué sur le coup. Rick pense que fuir l'ennemi est la seule façon de survivre et se dirige vers l'arrière. Mais ils les ont aussi encerclés par derrière. Pendant ce temps, Patrick M. Céline combat le chevalier de haut rang qui le félicite pour son nom. La nuit de l'équipe adverse a résisté à ces attaques chargées de force. Patrick ne s'attendait pas à ce que Tesseron est aussi un chevalier de haut rang.
Les 4 autres avec lui sont toujours intermédiaires, mais il est confus quant à leur confiance. Le patriarche se demande s'ils sont prêts à l'affronter, tandis que son adversaire s'interroge sur ses préparatifs. Céline sait que s'il est bloqué, l'ordre des chevaliers l'est aussi, et c'est fini pour eux. Il sait qu'il ne peut pas laisser cela arriver et porte un coup violent, échappant de justesse à une attaque. Patrick s'énerve contre les ruses de ses ennemis, tandis que ces derniers pensent que c'est son combat avant de mourir. Le chevalier de haut rang prévient ses camarades de rester vigilants, tandis que Patrick les attaque. Les autres chevaliers ripostent et bloquent ses coups. C'est un piège évident, mais il ne peut pas s'en échapper. Il réalise que l'arrière a été pris et devine que Logan a bien fait de fuir, espérant qu'il puisse au moins continuer l'héritage familial. Tesseron pense qu'il est bon de ne pas avoir révélé qu'il avait un chevalier de haut rang et décide d'écraser le patriarche et de prendre le château Céline. Juste à ce moment-là, il entend le son des troupes de cavalerie et apprend qu'elles ont repéré une unité derrière. Il semble qu'il y en ait environ 300, et Tesseron est confus, se demandant si Céline avait plus de troupes d'élite. L'envoyé l'informe qu'ils n'ont même pas de lance. Les seules armes qu'ils ont sont de petits arbalètes. Le vicomte ne peut s'empêcher de rire en entendant cela et ordonne de faire éliminer les soldats de l'arrière et les archers, pensant qu'ils ne sont que des soldats de pacotille. Cependant, il se rend compte de son erreur en voyant son armée décimée. Les dégâts des arbalètes leur font réaliser à quel point ils ont sous-estimé cette arme, plongeant l'armée de Tesseron dans le désarroi. Ils ne s'attendaient pas à ce que les forces Céline aient de telles troupes. Tous les soldats sans bouclier sont morts, tandis que les mercenaires contre-attaquent. Comme ils sont à distance, les flèches des troupes de Tesseron ne les atteindront pas, ce qui les fait se demander comment leurs flèches les déciment. Tesseron est incrédule, ne comprenant pas ce qui se passe alors que l'arrière est devenu le chaos en une seconde. Il est confus face à ces armes, se demandant quel genre d'armes ils ont fabriquées. Le comte ordonne aux cavaliers en première ligne de venir ici et leur commande de charger pour attraper ces salauds, et Logan est ravi de les voir venir d'eux-mêmes. Pendant ce temps, Ragnan se bat contre l'ennemi et esquive une attaque lorsqu'un autre chevalier arrive et informe son camarade qu'ils n'ont pas le temps pour ça, car la bataille prend un tournant étrange. Le jeune éveillé attire son attention en l'avertissant de le regarder. Maintenant qu'il a vécu une vraie bataille et pas juste un entraînement, Ragnan comprend qu'il n'est pas un génie, juste un gamin éveillé. Quoi qu'il en soit, il décide de ne pas abandonner, se remémorant les paroles de son père. Le garçon aux cheveux rouges voit le dos de l'ennemi et saisit l'occasion d'attaquer, tranchant son épée. Le chevalier s'effondre. Il remarque les flèches dans son armure et regarde autour de lui, ne voyant que Logan et son armée de mercenaires. En même temps, les troupes de Tesseron se précipitent vers eux pour les attaquer, comme on leur a ordonné. Notre héros loue leur formation défensive en observant le bouclier en cerf-volant et ordonne à ses hommes de viser en diagonale vers le sol. Il semble qu'ils visent les chevaux, et cela fonctionne très bien, car il se sent chanceux d'être arrivé à temps pour aider son frère, mais il s'inquiète pour son père, car une chose qu'il a résolue est de sauver sa famille dans cette vie. Il pense qu'il n'y a pas de sens à gagner la bataille s'il perd sa famille et ordonne à Kézalon de prendre le commandement. Kai est perplexe, car leur plan était d'attaquer de l'extérieur de leur portée de tir et de voir la victoire devant eux. Il se demande pourquoi Logan essaie de se faire tuer. Il ne le sous-estime pas, mais il craint qu'en affrontant un chevalier de rang intermédiaire, il puisse perdre. Maudissant la situation, il demande à tous de couvrir notre gars. Pendant ce temps, Patrick peine à suivre le chevalier de haut rang, qui ne comprend pas pourquoi il s'est précipité sur lui, sachant qu'il allait se faire transporter. Tous les chevaliers attaquent le patriarche ensemble, tandis qu'ils trouvent quelque chose d'étrange. Patrick remarque qu'ils se lancent tous sur lui, ce qui le fait se demander pourquoi ils sont si désespérés alors qu'ils ont l'avantage. Son attaque échoue et il est repoussé lorsque Logan se jette dans le combat. Patrick se demande ce qui vient de se passer et aperçoit alors son fils aîné, qui a étonnamment vaincu tous les chevaliers intermédiaires d'un seul coup. Ébahi, le patriarche suppose qu'il a vu Logan arriver avec le corps de mercenaires par derrière les ennemis, car il est sûr que cet endroit est loin d'ici. Juste au moment où le chef des Céline ne peut pas comprendre comment notre gars est arrivé ici à travers tant d'ennemis, il se retourne pour trouver tous les ennemis tranchés. Il se demande si Logan est celui qui les a tous anéantis. Tant de questions envahissent son esprit, mais le patriarche pense qu'avec son fils ici, les Céline ont l'avantage. Arfela acquiesce, et Patrick le félicite pour son excellent travail. À ce moment-là, un chevalier ennemi se tient derrière Logan et devient fou de rage parce que notre gars a repoussé 2 chevaliers intermédiaires en même temps, un simple gamin de 20 ans. Le chevalier est tellement envieux de Logan, se souvenant de ses propres efforts acharnés à cet âge pour devenir chevalier. Et avec ça, l'ennemi tente de tuer notre héros. Le chevalier ordonne aux autres de se positionner, tandis que Patrick Céline réalise que son fils peut gérer la plupart des chevaliers intermédiaires, mais il hésite à affronter les plus puissants. Cependant, Logan arrête son père et déclare qu'il les affrontera. Le patriarche
Le patriarche demande alors à Logan de faire attention, à quoi notre gars suggère de conclure rapidement. Le chevalier, envieux, voit que le rouquin s'approche de lui et non du chevalier de haut rang. Cet ennemi général veut maintenant tuer Logan plus que jamais et libère son aura de force. Sur ce, notre garçon charge son ennemi. Leurs armes s'entrechoquent et ils dérivent avec force. Le chevalier, cependant, est incrédule, ne ressentant aucune puissance remarquable chez Logan. Pourtant, il pense que la façon dont il est dominé signifie simplement que le gars aux cheveux rouges se donne à fond, ou du moins il le pensait. Le général chevalier ne peut pas croire la force cachée que possède le jeune Céline, car cela n'a pas de sens pour lui autrement. Le général devient de plus en plus déterminé à le tuer, et ils se battent intensément. Comme prévu, notre gars a l'avantage. Son épée transperce le chevalier blessé, qui saigne abondamment sans trouver d'ouverture pour contre-attaquer. Il trouve une chance d'attaquer Logan et, soudain, il sourit malicieusement en pensant à une autre option. Le chevalier ennemi absorbe la force de l'épée de Logan dans la sienne, croyant que notre gars est tombé dans le piège et s'apprête à l'attaquer, pensant que Logan a perdu son équilibre. Notre gars accumule de la force pendant que le chevalier se croit en avance et pense pouvoir le frapper. Mais Logan s'éloigne si vite que l'ennemi ne s'en rend même pas compte. Pendant que le général chevalier se demande s'il est trop lent, notre gars utilise sa technique ultime de l'épée divine. Paniqué, l'ennemi sent un danger imminent et s'apprête à fuir pour sa vie. Mais à ce moment-là, Logan utilise la première forme de la vague tranchante, une énergie violente éclate, oblitérant tout sur son passage. L'énergie aveuglante attire l'attention de tous sur le champ de bataille, et Logan Céline est surpris qu'un chevalier de haut rang utilise de telles ruses. Ainsi, notre garçon annonce avoir tué le général ennemi. Dès que l'armée de la FIFA l'entend, elle comprend que leur vicomte et leurs chevaliers de haut rang sont perdus, sans avoir vu les drapeaux depuis un moment. Alors qu'un des soldats pense qu'ils sont devenus fous de capituler, l'ennemi prend une sage décision de se rendre, espérant au moins sauver leur vie. C'est ainsi que la plupart des chevaliers ennemis se rendent, tandis que Rick crie pour son jeune maître, débordant de bonheur. Pendant que les chevaliers Céline chantent avec Rick, quelqu'un rappelle à ces idiots que la guerre n'est pas finie. Plus tard, le vicomte Tesron se précipite vers son territoire pour survivre et maudit ce maudit rouquin, Logan, et ses cavaliers qui ont tout gâché. Il s'était préparé pour cette guerre depuis toujours, demandant même de l'aide aux nobles et rassemblant une centaine de chevaliers. Juste à l'arrivée du vicomte, ses chevaliers l'informent d'une menace. C'est Logan et sa cavalerie, et le vicomte Tesron réalise qu'il est foutu. Notre gars attrape le vicomte juste à temps et déclare que Tesron a perdu, il vaut mieux ouvrir les portes pour accueillir le vrai vainqueur. Les chevaliers de Tesron sont déconcertés en entendant cela, tandis qu'un chevalier de haut rang les avertit de ne pas se laisser abattre. Le chevalier constate qu'il y a un peu plus de 300 cavaliers Céline, ce qui rend impossible de les vaincre par un siège. Mais notre gars leur prouve le contraire, et à la vitesse de l'éclair, il se précipite et pointe son épée sur le chevalier de Tesron, les menaçant d'ouvrir les portes ou de mourir. À l'intérieur du territoire, le vicomte avide, Tesron, se précipite pour prendre quelques pièces d'or, et c'est à ce moment-là que Logan s'infiltre. Surpris, le vicomte se demande comment il a pu entrer, et notre gars révèle que ses serviteurs l'ont trahi avant même qu'il ait eu la chance de dégainer. Logan se moque d'Aimant, soulignant que cela en dit long sur sa réputation de seigneur voleur. Furieux, le vicomte voit son serviteur le trahir. Ainsi, il se rend et accepte de dédommager les Céline selon les conventions des guerres féodales. Le comte implore Logan de lui épargner sa vie et celle de sa famille, tandis que notre jeune maître lui rappelle qu'il a déclaré la guerre sans raison et est arrivé en un jour. Notre rouquin est furieux que ce blond bâtard ait le culot de parler de convention, réalisant qu'il n'a aucune conscience. Tesron, terrifié, implore Logan de maintenir l'honneur des nobles, révélant que les prisonniers capturés lors des guerres féodales ont droit à la vie selon les conventions. Notre gars affirme qu'il respectera l'honneur et les coutumes de sa maison, la maison Céline, et garantit donc à Tesron sa vie, lui accordant même le temps et la permission de prendre une certaine richesse et de partir. Alors que le vicomte semble satisfait de l'offre, Logan retourne la situation et déclare qu'il ne dirait cela que s'il était son père, car son père est un homme d'honneur, au point d'accepter une reddition sans condition. Juste à ce moment, les yeux du jeune Céline se posent sur un couteau, et lui demande désespérément de le garder. Mais Logan prend le couteau et poignarde le vicomte, trahi par notre gars qui avait promis de lui épargner la vie. Le jeune maître précise qu'il aurait agi ainsi s'il était son père. Notre gars prend sans excuse la vie d'Aimant, qui, même à l'agonie, rappelle à Logan l'honneur des nobles. Venant du futur, notre gars sait combien de personnes sont mortes à cause de la cupidité de Tesron, alors il décide de mettre fin à cette vie sale ici, sans fléchir. Quelques instants plus tard, le vicomte Ensuite,
notre jeune maître conclut et annonce que le vicomte Aemon Tesron a mis fin à ses jours. Un moment plus tard, Kai arrive, et notre gars lui ordonne d'examiner la prison souterraine du château. La scène nous emmène quelques jours plus tard, lorsque le patriarche, le baron Emseline, arrive sur le territoire féodal et confirme avec Logan si Aemon Tesron s'est suicidé. Notre gars justifie cela en disant que le vicomte devait être dans un grand désespoir pour agir ainsi. Mais l'instinct paternel se réveille, et le patriarche demande à Logan s'il a tué le vicomte. Notre héros admet qu'il a délibérément tué Aemon. Logan postule alors qu'ils doivent reprendre le fief de Tesron, car il ne veut pas laisser la lignée de Tesron vivante pour causer des problèmes à l'avenir. Le patriarche est fier de voir combien Logan a grandi et admet que son fils a dû avoir ses raisons. Notre gars ne peut s'empêcher de se demander si son père a changé. Juste à ce moment-là, le baron reconnaît que Logan a joué le plus grand rôle dans cette bataille et le remercie. Alors qu'ils partagent un adorable moment père-fils, le patriarche déclare qu'il fera de Logan l'héritier officiel de la maison Emseline. Bien qu'il puisse sembler que notre gars soit submergé, il gâche le moment émotionnel et refuse carrément les ordres de son père. Le baron s'énerve alors que son fils rejette l'offre d'être son successeur, supposant que Logan s'inquiète pour sa réputation. Si tel est le cas, son père lui assure que ses exploits au combat suffisent à changer la donne. Mais notre gars précise que sa réputation n'est pas la raison, et confesse que Rognan serait un meilleur choix pour la position en tant que famille de chevaliers. Il justifie cela en disant que Rognan est devenu un utilisateur de force à seulement 14 ans, 5 ans plus tôt que lui. De plus, on ne sait pas quels exploits son jeune frère peut accomplir à l'âge adulte. Pourtant, le baron déclare que l'aptitude martiale ne fait pas d'eux un seigneur de la famille. Au fond, notre gars pense que si Rognan obtient le titre du plus jeune utilisateur de force du continent, comme dans sa vie précédente, il n'y aura aucun problème. De plus, Logan sait qu'il n'y a aucun intérêt à devenir successeur et ne veut pas perdre son temps à s'entraîner pour être le prochain baron. Notre garçon dit à son père qu'il veut donner une chance à son jeune frère et espère que le patriarche attendra qu'il soit adulte. Avec un sourire, le patriarche réalise qu'il ne savait pas que Logan était si attentif à son jeune frère, et accepte de repousser la sélection de l'héritier de 5 ans, jusqu'à ce que Rognan devienne adulte. Son père prévoit de donner une autre récompense à Logan, souhaitant lui payer quelques centaines de milliers d'or à leur retour, mais notre gars souhaite prendre ce qu'il veut. Plus tard, à Emseline, les soldats ouvrent les portes alors que les chevaliers reviennent de la guerre, et tout le monde est surpris qu'ils soient revenus en une semaine. Les gens se demandent si les chevaliers de Emseline ont toujours été aussi forts, et c'est alors qu'une rumeur se répand que le jeune maître Logan est derrière la victoire. Bien que les gens aient des doutes sur le fait qu'il parle du jeune maître Ruffian, il s'avère que ce sont les mercenaires de Logan qui ont renversé la bataille. Ils ont surgi derrière les ennemis comme s'ils savaient ce qui allait se passer. Les gens parlent des armes mystérieuses de la guerre et se demandent si le jeune maître a toujours été si grand, surtout en vainquant un chevalier de haut rang seul. C'est alors que les gens admettent que notre gars devait avoir une vision plus large en achetant toute cette viande de monstre et commence à le louer. En entendant cela, il se sent complètement gêné, et Rognan demande à son grand frère comment il se sent maintenant que tout le monde le loue. Eh bien, tous ces éloges rendent juste le visage de Logan rouge, tandis que Rognan demande à son frère de sourire aux civils qui sont heureux de le voir. C'était le pire conseil que son frère puisse donner, car au moment où Logan sourit, il a l'air d'un salaud maléfique, effrayant tout le monde. Les gens prennent son sourire pour un avertissement de meurtre ou une menace de leur couper les pouces. Pendant ce temps, notre pauvre gars oublie de corriger son sourire maladroit et pense qu'il est foutu. Le patriarche ordonne le grand accueil. Plus tard, il en a marre que la fête dure jusqu'au matin. Soudain, sa belle-mère arrive et lui demande furieusement ce qu'il manigance. Alors que Rognan essaie d'arrêter sa mère, elle semble avoir appris que Logan a rejeté la succession et le soupçonne de comploter quelque chose. Elle pense que notre gars trompe tout le monde, tandis que Rognan s'excuse et dit que l'affaire avec sa famille l'a blessé. Notre gars rassure Roni. Il présume que malgré son ressentiment de longue date, sa belle-mère a perdu tout pouvoir réel parce que Kéro l'a trahi, donc elle ne peut plus être une menace pour lui. Par conséquent, Logan décide de se confier pour que sa mère puisse accepter des excuses. C'est alors que notre gars s'adresse à sa belle-mère et admet que ses actions au cours des derniers mois n'étaient pas dignes de confiance. Il confesse qu'il regrette ses actions passées, motivées par la jalousie et l'infériorité. La belle-mère dit à son fils, Rognan, que son grand frère est une ordure. Logan réalise que sa belle-mère n'est pas rationnelle en ce moment, alors il dirige son attention vers Rognan Emseline, car c'est lui qui mérite vraiment des excuses. Il exprime qu'il a voulu s'excuser depuis son retour, mais il n'a jamais dit exactement pourquoi. En devenant sentimental, Logan admet que ses regrets et sa lâcheté accumulés au fil des ans n'ont pas été faciles à surmonter. Il sait que Rognan était conscient de son aversion pour lui. Logan réalise qu'il a essayé d'éviter son incompétence en haïssant Rognan et, à cet instant, il regrette sincèrement ces années pathétiques. Notre rouquin. Cependant,
Rognan passe outre les erreurs de son frère et exprime qu'il croyait qu'en étant gentil, même quand Logan était froid, le frère qu'il connaissait finirait par revenir. À ce moment-là, notre gars pense qu'il a hésité trop longtemps à faire quelque chose d'aussi simple. Ensuite, Logan appelle sa belle-mère et lui fait comprendre qu'il se soucie vraiment de Rognan et espère qu'il deviendra le successeur. Il sait que lui demander de lui faire confiance est un grand service, alors il demande à sa mère de surveiller ses actions à l'avenir. Sourire aux lèvres, il pense que cela suffira. La scène passe alors à Logan et au nain, Amar, qui se dirigent quelque part. Le nain demande à maître Logan où ils vont juste après être revenus de la guerre. Notre gars pense qu'Amar a eu assez de repos, alors il est temps de retourner au travail. Mais le nain s'inquiète de comment il va tout gérer. Notre gars assure Amar qu'il va aimer la tâche, et peu après, ils arrivent près des montagnes. Logan annonce qu'à partir de maintenant, ils vont développer cette mine. Nous faisons ensuite un flashback sur le territoire de Tesseron, où Logan demande à son père la chance de développer la colline en récompense. Son père suppose qu'il parle de la colline près des frontières de Tesseron et explique qu'on peut l'appeler colline, mais c'est essentiellement un désert sans rien. Son père se demande pourquoi cela doit être cet endroit, à quoi notre gars suggère qu'il pourrait y avoir de l'or enfoui dans ce désert. On découvre que la maison de Tesseron a déclenché une guerre féodale 1 an après sa fin, en exportant de l'or d'une colline sur le territoire de Mseline qu'ils avaient conquis. Ironiquement, l'or de cette mine a rendu Tesseron plus influent que la famille comtale moyenne, jusqu'à ce que Rognan Mseline les massacre en représailles. Bien que cela soit antérieur à la régression, dans le présent, Kai marche avec Logan dans la prison souterraine de Tesseron, informant le jeune maître qu'il y a des personnes étranges à l'intérieur qu'il devrait voir. Dès qu'ils atteignent les cellules, un vieux fou à l'intérieur de la prison se justifie hystériquement, disant qu'il n'a rien fait de mal. Il révèle qu'il apportait juste de l'or de la mine, mais le cruel Siscount les a enfermés. Logan reagit bizarrement. On dirait qu'il a de la peine pour eux, car Raymond Tesseron a enfermé 5 spécialistes. Le pauvre vieux pense que Logan est en colère pour eux, mais la vérité se révèle quand notre gars esquisse un sourire diabolique et parle de profit inattendu, effrayant le prisonnier. On apprend alors que même si les Mseline ont gagné la guerre de fief contre Tesseron, c'était à peine comme passer une petite vague. Logan raconte que si l'invasion de l'Empire qui a conduit à l'effondrement de la nation est le dernier obstacle, l'événement dans 1 an marquera le début de la chute. La cause sera la mort du roi actuel, Samuel von Grandia. Avant la régression, la mort soudaine du roi a déclenché une lutte pour la couronne entre 3 princesses, entraînant une guerre civile de 3 ans qui a affaibli le royaume. Avant que ses forces ne se redressent, l'invasion de l'Empire a commencé, causant sa chute. Comme les Mseline ne sont liés à aucune faction, rester neutre pourrait les rendre simples spectateurs. Pourtant, notre gars ne veut pas laisser passer cette chance. Il envisage d'exploiter le trouble de la guerre pour récupérer les anciens territoires du comté et redevenir le seigneur du Sud-Ouest. Notre gars est trop plongé dans ses pensées, interrompu par le nain, qui l'appelle et se demande à quoi il rêve. Même Logan n'a pas réalisé qu'Amar était là et sent qu'il doit se ressaisir, ayant à peine traversé une crise. Avec l'avenir en tête, il ressent le besoin de rassembler des forces rapidement, mais il craint que cela ne le fasse passer pour un fou. Quoi qu'il en soit, notre gars décide de tout miser sur son argent et de faire de cette colline sa vache à lait pour financer ses projets. Logan révèle simplement aux spécialistes des mines qu'il y a de l'or au milieu de la colline et qu'il souhaite l'extraire, demandant un coût estimé. Le nain, sans voix, semble en avoir marre de ces demandes ridicules, tandis que le spécialiste des mines se souvient que Tesseron payait beaucoup, mais une mine d'or, c'est trop demandé. Le vieux demande à Logan s'il est sûr qu'il y a une mine d'or, et notre gars confesse avec confiance qu'il a vu lui-même. Tandis que le vieux pense que notre gars est un maniaque, Logan précise que c'est une mission secrète, donc les spécialistes des mines et Amar seront les seuls à forer. Le vieux s'affole, jugeant cela excessif, même avec un nain pour les aider. Le spécialiste regarde Amar, désespéré qu'ils disent quelque chose pour eux. Le nain lui dit de se préparer à mourir, de dormir moins et d'abandonner l'idée de vivre normalement. Le vieux comprend qu'il s'est fait avoir, tandis que notre gars est fier d'Amar. Sur ce, il ordonne à tous de commencer et demande une estimation. Le vieux conclut que l'investissement initial est de 5 millions d'or et que le développement sécurisé prendra du temps. Amar précise que les préparatifs nécessiteront 6 mois, suivis de 6 mois d'exploitation. Comme Logan le pensait, l'exploitation va demander beaucoup de temps et d'argent. Mais vu comment cette mine a rendu le Siscount Tesseron plus riche que d'autres familles de comtes, il veut la développer plus que tout. Frustré, notre gars aimerait vendre la viande de monstre tout de suite pour investir dans la mine, mais ses effets ne seront connus que dans 6 mois. C'est alors qu'il a une idée, traiter la toxicité de la viande pour l'utiliser comme médicament, sachant comment utiliser des agents neutralisés. Logan envisage de le fabriquer lui-même pour le vendre. Eh bien, notre gars est diabolique avec l'argent.
Une semaine plus tard, à la villa sud des Céline, Rick, après avoir bossé dur, concocte le médicament douteux pour son maître. Notre gars précise que ce n'est pas douteux, mais un agent neutralisant. Rick dit à son maître que la viande de monstre est dans l'entrepôt de la villa comme demandé. Logan demande avec enthousiasme à Rick d'y aller pour mettre le médicament dans la viande. Mais le gars s'affole et fait des histoires. Notre gars est furieux contre Rick pour ses caprices et veut le frapper. Peu après, quand notre gars arrive à l'entrepôt, il est accueilli par une odeur dégoûtante qui lui brûle les poils du nez. L'arôme de la fiole lui donne envie de vomir, et Rick a déjà craché. Mais en utilisant sa force, Logan trouve le courage d'entrer, tandis que Rick reste incrédule qu'il supporte l'odeur. C'est alors que le maître égoïste révèle qu'il a paralysé son sens de l'odorat avec la force et dit à Rick d'éveiller sa propre force si ça le dérange tant. Logan met Rick au travail pour faire le sale boulot, lui apprenant d'abord à saupoudrer le neutralisant sur la viande et après l'avoir haché, à la rouler en petites boules pour ressembler à une pilule. Le jeune maître annonce qu'ils vont vendre ce médicament et demande à Rick de se souvenir de la procédure. Son serviteur refuse, l'odeur étant insupportable. Il pensait que c'était gratuit, mais propose 100 hors par lot. Pour l'instant, notre gars décide de tester l'efficacité du médicament, ce qui amène Rick à demander à quoi sert le médicament. Frustré, Logan lâche que c'est bon pour les hommes et précise qu'il va l'expliquer une seule fois. En gros, le médicament est pour une dysfonction érectile, et même notre gars est gêné de l'expliquer. Rick propose que M. Dwayne soit le meilleur testeur. Le pauvre Dwayne va voir sa dysfonction réglée. Plus tard, Dwayne, ne sachant pas qu'il va tomber dans le piège du médicament du jeune maître, entre dans la pièce comme appelé. Étrangement, il ne trouve personne dans la pièce jusqu'à ce que Logan apparaisse avec sa tête flippante et lui fasse peur. Notre gars justifie cela en disant qu'il essayait de masser ses épaules et agit avec considération envers lui. Le pauvre Dwayne est troublé et mentionne en retour que Maître Logan semble avoir beaucoup plus de mal. Notre gars remarque que Dwayne est à bout de nerfs et souligne combien il a travaillé dur. Il exprime avec diligence que tout le monde harcèle Dwayne pour de l'argent, reconnaissant que l'administration a du mal. Alors que Dwayne essuie ses larmes, il est touché par les mots de Logan, car il ne s'attendait pas à tant de considération. C'est alors que Logan va droit au but et demande à l'administrateur s'il a des problèmes au lit. Un silence gênant s'installe, et Logan sort le médicament pour Dwayne. Notre gars révèle que c'est un produit breveté de la mercerie Philippe Acal, garantissant des résultats des une pilule, même s'il ne l'a jamais essayé. L'administrateur le regarde avec méfiance, mais Logan assure qu'il est le premier à l'avoir. Après un moment, Dwayne revient en courant vers Logan, pendant que Rick le gronde. L'administrateur demande hystériquement au jeune maître combien il doit payer pour la pilule. Notre gars comprend alors que le médicament cartonne et demande à Dwayne de lui donner sa main. Soudain, cela devient un véritable mélodrame. Dwayne s'agenouille et le jeune maître lui tend le médicament. Après le premier essai réussi, les hommes s'inclinent devant Logan et les expériences se poursuivent. La prochaine expérience est Henkel, et Logan évoque sans détour les rumeurs sur ses disputes nocturnes avec sa femme. Henkel s'affole, mais avant qu'il ne réagisse, notre gars lui force le médicament, et une énergie soudaine le frappe. Notre gars dit à Henkel d'aller voir sa femme et qu'il va gérer les choses de derrière. Henkel s'en va comme un vrai homme. Étonnamment, la troisième expérience est son père, le patriarche, qui avoue que la pilule était bonne en rougissant. Loki s'excuse auprès de Rognan car il pourrait avoir un petit frère. À ce moment-là, Rick apparaît et s'en prend à notre gars pour ne pas lui avoir donné le médicament alors qu'il a traversé tout ça. Logan fait un coup diabolique et regarde le pantalon de Rick, questionnant son genre. Le pauvre gars devient protecteur et demande ce que ce regard veut dire. En partant, Logan dit à Rick qu'il n'a pas d'endroit où l'utiliser. Offensé, Rick crie comme un fou, mais notre gars s'enfuit, sentant encore la viande. Plus tard, le jeune maître parle à Philippe à travers l'orbe de communication. Philippe pense que le médicament va cartonner s'il est efficace et demande le prix. Logan prévoit de vendre une pilule à 100 or ou 1000 pour un lot de 10. Philippe suppose que notre gars prend les nobles pour des imbéciles, mais Logan est confiant, il a déjà testé. Sans compter qu'à sa vie précédente, ce médicament se vendait à un prix exorbitant. C'est alors que notre héros propose de fournir le médicament en petite quantité, ce qui le rendra encore plus cher. Logan pense qu'un témoignage d'une personne célèbre pourrait faire des merveilles. Philippe semble exaspéré, qui oserait annoncer une amélioration de son impuissance. Mais Logan sait que les nobles écoutent, et même un simple murmure les attirerait comme des abeilles. À ce moment-là, Philippe propose au jeune maître d'aller à la fête de la capitale. Notre gars panique, car la seule fête à laquelle il a assisté était celle des mercenaires dans sa vie précédente. De plus, la famille Céline n'avait pas les moyens d'en organiser. Philippe pense que cette fête pourrait rendre leur affaire. Le garçon trouve absurde qu'il vende une pilule de puissance à une fête,
mais Logan est amusé par l'idée de le faire, tandis que le garçon avertit notre gars que sa famille sera ostracisée par la haute société. Juste à ce moment-là, notre gars révèle quelque chose sur un informateur dans la capitale et demande à Philippe de tout découvrir. Le pauvre garçon craint ce que Logan va lui faire faire, tandis que notre gars lui assure qu'il sera bientôt à grand. Une semaine plus tard, notre gars arrive dans la capitale du royaume de Grandia, et Philippe est amusé de le voir. Il se demande comment Logan, un noble, a eu la permission de vendre des Afradias. Il est évident que notre gars leur a menti, et il admet que transporter environ 3000 boîtes sans serviteurs était un problème, sans parler du fait que le patriarche a envoyé Logan plus facilement que prévu grâce à ses exploits en guerre. Philippe pense que c'est la première fois que le jeune maître n'a pas de serviteur depuis leur rencontre et se demande si c'est acceptable pour un noble. Notre gars n'est pas d'accord, car il trouve qu'avoir un serviteur complique les choses, surtout que Rick a son propre travail. C'est vrai, notre gars avait confié à Rick une énorme tâche. En y repensant, même dans la vie précédente de Logan, Rick travaillait pour lui, même quand il voulait prendre congé. Le pauvre Rick se plaint que les servantes l'évitent à cause de son odeur, se demandant s'il pourra un jour se marier. Étrangement, Philippe voit un flashback quand notre gars prend une décision. Pour célébrer le travail de Rick sur le médicament, il l'appelle IMPO Rick. Philippe confirme alors que ce fou aux cheveux rouges est un lunatique. Philippe suggère que Logan se repose dans un bar, car il doit être fatigué après ce long voyage. Cependant, notre gars suppose qu'il ne devrait pas parler des nobles qui ne peuvent pas se lever dans un endroit où tant de gens écoutent, et Claude admet que sa chambre est définitivement un meilleur endroit pour discuter de ce sujet. Informant qu'il est allé voir l'informateur pour obtenir ce qu'il a demandé, il lui demande s'il est sûr de donner 900 ors pour chaque document. Notre jeune maître reconnaît que c'est cher, mais est satisfait car il est tout aussi compétent. Il est convaincu qu'ils obtiendront les informations parfaites tant qu'il a bien commandé, et Philippe lui fait savoir qu'il a passé la commande mot à mot comme il lui a dit. Répétant pour confirmation, il mentionne qu'il a d'abord demandé les noms des grands nobles mariés ces 10 dernières années, mais sans enfants. Deuxièmement, les noms des nobles qui n'ont pas pris de secondes épouses ou amants. Et troisièmement, les noms des nobles qui cherchent souvent des aliments bons pour l'endurance. Logan remarque que c'est exactement ça et félicite Claude non seulement pour ce travail, mais pour tous ceux qui lui a demandé de compléter dans la capitale. Le futur homme d'affaires ne pense pas que ce soit une grande tâche et avoue que la vraie crise a été le jour où il a entendu parler de la guerre plus tard. Il admet combien il était inquiet jusqu'à ce qu'il entende que la guerre était finie ce soir-là. Notre gars commence à ressentir son inquiétude pour ses clients. Lorsqu'il révèle qu'il pensait à la montagne de viande de monstres qu'il devrait gérer, il ne pouvait même pas avaler de nourriture. Logan lui lance des papiers au visage, lui demandant qui il pense être leur premier client sur cette liste. Philippe parcourt le papier et pointe un nom. Plus tard, nous voyons Logan habillé bizarrement à une fête où il appelle le comte Davis et se présente comme le fils aîné des régions sud-ouest de la maison M. Céline. Davis accueille le nouvel invité tout en essayant de ne pas rire alors que les autres invités critiquent les vêtements clownesques de notre gars. Il portait les vêtements recommandés par Philippe, et comme il le pensait, personne ne les aime, ce qui lui confirme son bon choix. Son seul objectif ici est le comte Davis, pas le temps pour des connexions inutiles. Fallon Davis, bien qu'étant une figure importante du trésor du royaume de Grandia et marié à 20 ans, est un homme pitoyable qui n'a toujours pas d'enfant. Logan a été choqué lorsque Claude a pointé son nom sur la liste. Dans sa vie précédente, il est devenu assez célèbre en tant que comte qui s'est suicidé à cause de sa femme à cause d'un incident entre eux. La bombe que sa femme a lancée lors d'une fête l'a conduit à la porte de la mort par ses propres mains, et il semble que sa réputation et la perception des autres à son égard étaient si importantes pour lui. Néanmoins, il remplit les 3 conditions que notre personnage principal a données à l'informateur, donc il est parfait comme premier client pour IMPO Rick. Logan dit à Davis qu'il est venu à la capitale pour affaires et a entendu parler de son prestige. Fallon est confus à la mention des affaires, affirmant que la ville de Grand a déjà tout, mais en devinant qu'il vient des environs, il pense qu'il doit y avoir des marchandises fascinantes là-bas qui ne sont pas disponibles dans la capitale. Notre jeune maître lui assure que les marchandises ne sont pas disponibles ici. C'est pourquoi il vend un médicament pour homme, un amplificateur sexuel, en chuchotant. Davis, en entendant cela, annonce haut et fort qu'un fils de noble vend un amplificateur sexuel, et les gens commencent à bavarder en entendant cela, tandis que le comte se demande comment ce campagnard ose agir ici. Supposant que l'expression sur son visage est celle de l'humiliation, il lui demande s'il a quelque chose d'autre à dire, et Logan lui dit poliment qu'en signe de courtoisie, il a apporté un cadeau pour les personnes influentes de la capitale, donc il souhaite qu'il accepte. Précisant que son produit, IMPO Rick, qui sera vendu à 100 ors chacun, il affirme qu'il a spécialement apporté 3 d'entre eux en cadeau pour lui faisant savoir que c'est un excellent médicament sans effet secondaire. Il atteste cela avec son honneur de noble en jeu. Quelques jours plus tard,
Philippe est ravi de leur première vente de 10 000 ors pour 10 boîtes, mais le gars aux cheveux rouges souhaite gagner plus que cela, car le loyer de cette petite boutique coûte 10 000 ors. Claude suppose que c'est attendu puisque la boutique est au centre de la capitale et se plaint d'avoir eu du mal à la louer. Il suggère qu'ils ont besoin d'une boutique car voir des gens de ses propres yeux a bien plus d'impact. Logan est d'accord avec lui et lui fait savoir qu'il ira à une fête, à quoi le gars avec des lunettes fait remarquer qu'il va à une fête presque tous les jours depuis qu'il est arrivé à Grand, et parfois même à 2 fêtes par jour. Notre héros lui dit qu'avoir Davis comme premier client ne suffit pas et qu'il doit promouvoir le médicament auprès de toutes les personnes de la liste. Une semaine plus tard, on revoit le serviteur du comte Fallon qui lui redemande d'acheter ce médicament. En marchant vers la boutique, il voit une longue file à l'extérieur et les hommes qui attendent lui semblent familiers. Il reconnaît un chambellan du 6 Talon et le majordome du comte Amil, ce qui le surprend. Il décide d'acheter rapidement et de partir pour éviter les rumeurs, mais Philippe annonce qu'ils n'ont plus de stock pour aujourd'hui et s'excuse auprès des clients. Les hommes dehors sont désespérés de l'obtenir, mais Claude leur explique que la vente est limitée à 50 unités par jour, car l'imporique est très populaire. Il s'agite et attire l'attention des passants. En limitant l'offre, les clients sont incités à acheter, et la foule intrigue les nobles. Tout se déroule comme Logan l'avait prévu. Cela dure des jours et Philippe est ravi d'annoncer que leurs ventes quotidiennes sont complètes depuis plus d'1 mois. Il révèle qu'ils ont tout vendu dès l'ouverture et est convaincu qu'à ce rythme, 4,5 millions d'or en 1 mois n'est pas si fou. Logan semble satisfait et est surpris par le nombre de nobles impuissants. Ils ont augmenté le prix de 3 depuis le milieu, et pourtant, certains paieraient même plus pour l'acheter. Cela préoccupe notre homme pour l'avenir du royaume, tout en riant. Ébouriffant les cheveux de Claude en le prenant par le cou, il appelle un gamin admirable et lui annonce qu'à partir du mois prochain, il touchera 1% des bénéfices des ventes. Cela surprend le futur homme d'affaires, qui s'exclame qu'il donnera tout ce qu'il a, tandis que le dégoût de Logan se fait entendre lorsqu'il lui dit de ne pas l'embrasser. À ce moment, un homme se tient dehors, le regard sérieux. Logan ne peut contenir son choc en apprenant qu'il va recevoir au moins 10 tonnes d'or chaque année et se couvre la bouche, réalisant qu'il a parlé trop fort. Amar lui dit que selon les mineurs, il y a de fortes chances que les pépites d'or soient dans des strates plus profondes. Estimant que 10 tonnes d'or valent 100 millions, il découvre qu'il a touché un jackpot bien plus gros que prévu. Cependant, le vieux nain l'avertit que le coût d'extraction sera de 5 millions et se demande s'il a les moyens de le payer. Notre gars lui assure qu'il obtiendra tout l'argent et les ouvriers nécessaires rapidement, et en considérant le coût d'investissement initial pour le développement de la mine, il calcule qu'avec l'imporique vendant comme ça, il peut gagner environ 4,5 millions d'or par mois. Même s'il ne vend que pendant 2 mois, il aura largement de quoi faire, et sachant qu'il lui reste environ 700 boîtes d'imporique, il décide de rentrer chez lui pour envoyer plus de marchandises et commencer le développement de la mine. Plus tard, Logan sent une présence faible à l'intérieur de la boutique. Il se précipite, ouvre la porte et regarde autour, mais ne trouvant personne, il se demande si l'intrus a disparu. Il réalise qu'il n'y a qu'une porte et est sûr qu'il doit être à l'intérieur. Et juste à ce moment, quelqu'un se précipite derrière lui et il sort instantanément son épée, ne trouvant pourtant personne. Notre gars ne trouve personne, bien qu'il ait clairement senti quelqu'un ici, et en activant la force, il aperçoit l'intrus sur le toit et saute vers lui. Avant qu'il puisse demander ou faire quoi que ce soit, le type disparaît et Logan ne ressent plus aucune présence. Bien qu'il ait été juste devant lui, il se demande ce qui vient de se passer. Ensuite, le gars aux cheveux rouges informe Philippe de l'incident et suppose que le cambrioleur était au moins un utilisateur avancé de la force, d'un niveau complètement différent. Claude ne comprend pas pourquoi un utilisateur d'Aura ferait un vol aussi mesquin, se demandant si Laura ne peut pas transformer un esclave en noble. Il s'inquiète de ce qu'il a volé et espère que ce n'est pas ce qu'il pense. Logan lui confirme que c'est bien ça, 2 pilules d'imporique. C'est tout. Philippe inspecte la boîte et réalise que l'intrus ne cherchait pas vraiment d'argent, ce qui signifie qu'il a pris pour l'utiliser lui-même, ce qui le fait se demander s'il y a des gens impuissants parmi les utilisateurs d'Aura. C'est alors que notre jeune maître réalise et demande désespérément s'il y avait un utilisateur d'Aura sur la liste. Le gars aux lunettes révèle que l'informateur a demandé des frais supplémentaires, disant que c'est top secret, donc il a refusé. En y réfléchissant, il se rend compte qu'il y a un utilisateur d'Aura dans la capitale sans descendant. D'autre part, nous voyons Félix Esperanza, le meilleur épéiste du royaume, qui regarde les enfants courir avec nostalgie. En réalisant que sa femme l'observe, il dit qu'il admirait simplement le paysage. Mais elle le connaît bien et se sent triste en le prenant dans ses bras pour le réconforter. La profonde tristesse et le regret dans
C'était juste une blessure honorable pour un chevalier blessé en service, et jeune, il n'y pensait pas beaucoup. Cependant, maintenant, il n'est pas sûr de l'intérêt d'avoir le titre de duc et d'être connu comme le plus fort de la nation. Sans enfant pour lui succéder, il croit que tout cela est vain. Évoquant les souvenirs passés de sa femme lui faisant sa demande, il se demande s'il n'y a pas moyen de rendre un tel amour écrasant. Après un moment, nous voyons un gars demander à Félix s'il est d'accord de ne pas se presser, car la réunion de famille approche. Le maître d'épée ne voit pas l'intérêt d'arriver tôt, car il ne recevra que la pression d'avoir un héritier. Louis, prudent, lui parle d'un médicament très efficace qui circule dans la capitale. Voyant Félix l'ignorer, il devine qu'il ne le croit pas, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il l'utilise déjà. En le volant, et même si les larmes de sa femme l'affectaient, il ne peut pas croire qu'il a commis un vol, d'autant plus qu'après avoir pris le médicament, rien ne s'est passé. Il dit à Louis de prendre les rumeurs avec des pincettes. Félix pense que ce n'est qu'une rumeur et qu'aucun médicament ne peut réparer ce qu'Aura n'a pas pu. Pendant ce temps, Logan discute avec le garde devant la résidence d'Esperanza. Le garde répète qu'il ne peut pas le voir sans rendez-vous, et notre gars lui dit de dire son nom à son seigneur, sûr qu'il le rencontrera. En flashback, Philippe panique face au plan de Logan de voir le duc en personne. Il ne peut pas croire qu'il dit qu'il ira voir l'homme le plus fort du royaume et lui demandera s'il lui a volé ou s'il est impuissant. Il panique en se demandant s'il envisage vraiment de faire cela. Claude l'avertit qu'il demande des ennuis et suggère qu'il agisse comme si rien ne s'était passé, mais supposant que la personne d'hier était vraiment le duc épéiste, il sait qu'il ne peut pas laisser passer cette opportunité. Ainsi, le voilà, attendant chez lui quand un serviteur l'informe de se rendre dans une pièce. Logan voit cela comme une opportunité de créer un lien positif avec l'un des plus puissants du royaume, et en entrant, il salue le duc et se présente. Il observe qu'il a l'air beaucoup plus jeune bien qu'il ait 70 ans, et se demande s'il réprime le vieillissement avec son aura puissant. En entendant MC Clean, Félix lâche que c'est dans la région sud-ouest et se demande pourquoi notre garçon est venu si loin de chez lui. Logan lui dit qu'il a récemment lancé une affaire dans la capitale et lui montre les marchandises qu'il a apportées ici en cadeau. Il définit cela comme un excellent médicament pour les hommes et mentionne son efficacité pour de nombreux nobles, mais ne voyant pas la réaction qu'il espérait. Notre héros est confus de savoir s'il était vraiment le voleur d'hier et décide de passer à l'étape suivante pour le découvrir. Il admet qu'un surhumain, comme lui, n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il a apporté quelque chose de spécial, et c'est là qu'il obtient la réaction souhaitée du duc. Il comprend que son désintérêt initial venait du manque d'effet après avoir utilisé l'imporique. Dans l'imporique actuel, le poison de la viande de monstre est neutralisé pour la consommation comme aphrodisiaque et traitement de la dysfonction, mais ce poison trivial n'a aucun effet sur le corps d'un surhumain. C'est pourquoi, après avoir concentré ce poison, c'est devenu une édition limitée d'imporique. FR. Notre jeune maître parle d'une édition limitée, mais c'est juste 50 pilules d'imporique concentrées en une. Après l'avoir testé, il garantit son effet, se remémorant la douleur de ce gars. FR. Si un humain normal sans force corps l'avalait, il mourrait, mais pour un utilisateur d'aura, c'est magique. FR. Logan dit au duc de lui faire savoir si la pilule lui convient et promet de lui fournir tout ce dont il a besoin, tout en assurant qu'il sera discret. FR. Le lendemain, on voit un Félix ravi demander à notre homme ce qu'il veut, prêt à écouter n'importe quelle faveur. Notre héros réalise que le médicament a fonctionné, mais feint l'ignorance. FR. Un utilisateur d'aura maîtrise les arts martiaux et la force, l'énergie vitale. Félix sait donc que ça a marché, et ce n'est pas qu'une fois. Après 30 utilisations, l'effet s'accumule et il peut se rétablir complètement. FR. Le désir le plus profond et la douleur dans sa poitrine peuvent enfin s'apaiser. Speranza ne peut croire que Logan ait été si attentionné. FR. Il se rappelle de ses compétences à l'épée et trouve incroyable qu'à son âge, il soit celui qui possède ce médicament miracle. Il voit la possibilité de guérir d'une maladie chronique grâce à ce don et veut le remercier. FR. Félix demande quel est son souhait, et Logan lui demande un livre inutile sur le maniement de l'épée. Le meilleur épéiste lui choisit un livre et prévient que s'entraîner uniquement avec ça pourrait lui faire mal, mais ça vaut le coup d'œil. FR. Le roux le remercie et demande s'il peut écrire une lettre prouvant qu'il lui a donné ça. Félix n'y voit pas de problème, et notre gars est satisfait d'avoir ce qu'il lui faut. FR. Il trouve dommage de ne prendre qu'un livre de maniement de l'épée au duc alors qu'il est prêt à lui donner n'importe quoi, mais son vrai but est autre. Speranza annonce qu'il a réfléchi et que ça ne lui semble pas juste. Il propose donc de lui enseigner une technique d'épée. FR. Logan est choqué d'apprendre que le meilleur épéiste du royaume va lui enseigner. Félix comprend qu'il est humble et ne désire pas grand-chose, mais donner juste un livre de maniement de l'épée ne le met pas. FR. C'est la première fois qu'il entend ça dans ses 2 vies et pense qu'il ne devrait pas refuser une telle offre, même avec le secret de l'épée divine.
Tout excité, il le remercie, et on les voit se tenir face à face. FR. Pour le meilleur épéiste, juger le talent des jeunes prometteurs est un plaisir. Il lui dit de se concentrer et prévient de ne pas être gentil en enseignant, tout en lui demandant de dégainer son épée, une immense force pesant sur Logan. FR. Il ne peut même pas saisir son épée et réalise qu'il fait face à un utilisateur d'aura. Il se demande si tous les utilisateurs d'aura peuvent immobiliser ainsi avec la force et conclut que ça finirait mal si c'était vrai. FR. Logan suppose qu'il s'agit d'une compétence spéciale et utilise la force pour améliorer ses sens, pas son corps. Il analyse cette force qui le retient et sent la force du duc à son point de départ. Il ne sait pas comment il fait ça, mais il semble savoir comment y faire face. FR. Juste avant de disperser la force de notre garçon, il choisit de bouger un demi-temps plus tard. Félix voit le talent de notre jeune maître et lui demande de regarder attentivement. Logan observe la force se concentrer à la pointe de l'épée et se demande si c'est une lame d'aura. FR. À ce moment-là, il réalise que c'est une lame de force et non une lame d'aura, le laissant stupéfait. Logan voit l'épée descendre lentement vers lui, mais il ne peut pas bouger. La force du duc pénètre tout son corps et trouble ses sens. FR. La force de la lame rouge devient encore plus forte, mais notre garçon ne peut rien faire, même s'il connaît les principes de base. Puis, une idée lui vient. Sa force neutralise celle du duc toute seule. Son instinct lui dit qu'il ne peut pas esquiver cette attaque. FR. Plutôt, il choisit de bloquer. Félix le voit utiliser la force contre la lame et est surpris. Il frappe avec son épée, envoyant Logan voler en arrière. FR. Notre garçon tremble après le coup et son épée se brise. Le meilleur épéiste se demande s'il croyait lui enseigner l'impossible.